Et nous revoilà pour le cas pratique de la partie copywriting. Je suis très content de vous y retrouver. J'espère que votre formation se déroule jusqu'ici de la bonne manière et que vous apprenez plein de choses. Je reprends donc exactement là où je me suis arrêté sur la partie pratique de la section précédente, là où nous avons, à titre de rappel, créé deux séquences. La première que voici avec de l'A/B test pour tester notre message avec deux approches différentes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et la seconde que l'on va copywriter juste après. Pour des raisons évidentes d'efficacité, je ne vais pas pouvoir attendre plusieurs journées, voire plusieurs semaines, le temps que ma séquence d'A/B test se déroule pour récupérer le bon message. Donc, ce que je vais faire dans la séquence 2, c'est globalement rédiger un message en variant les tons en fonction du déroulé de la séquence. Donc, je vais commencer peut-être avec un ton un peu corporate, finir avec un ton un peu plus cool. De toute façon, je préfère cela au contraire. Si j'ai une approche beaucoup trop cool dès le départ, ça peut heurter certaines personnes, alors que si elle est corporate et puis ensuite un peu plus cool, là, ça devrait le faire. De toute façon, ceux qui répondront en fin de séquence, c'est tous ceux qui n'ont pas encore répondu au début de la séquence. Donc, on peut tenter de varier l'intonation. Sur la première partie pratique, on a donc scrappé une base de données que l'on a stockée juste ici au niveau de nos contacts. Cette base de données est pour l'instant dormante. À partir du moment où la séquence que l'on va écrire ensemble, là tout de suite, sera lancée, on va pouvoir, sur la dernière section de cette formation, passer quelques coups de fil et aller chercher avec un troisième canal, au-delà de l'email et de LinkedIn, le téléphone, quelques prospects, voire des rendez-vous. Je vais donc cliquer sur la séquence 1 avec les A/B tests et l'ouvrir juste ici. À droite de mon template, je vais avoir le choix de la liste à prospecter, qui est déjà paramétrée sur liste de démo, pour l'exemple. Et ici, donc pour rappel, je vais avoir 50% de ma base de données qui va aller sur l'outreach qui est à gauche, avec une demande de connexion sur LinkedIn, un email et une relance par message LinkedIn. Ça va être très rapide. Le but, c'est juste de voir comment est-ce que mes prospects réagissent aux deux différents tons que je vais employer avec eux. Et donc, sur cette première séquence, je vais utiliser un ton corporate. 50% de ma liste, donc les premiers 50 vont sur la séquence A et les 50% restants vont aller sur une séquence B composée pour ce cas de figure de exactement les mêmes étapes. J'aurais pu faire différemment. J'aurais pu commencer par un email, et puis un second email, et puis un message LinkedIn, une demande de connexion, etc. etc. Comme je vous l'ai expliqué dans la préambule de cette formation, on a la possibilité de tester deux tons différents avec exactement la même séquence, et là on change le copywriting, ou alors on peut tester carrément deux séquences différentes pour voir laquelle de mes approches, lequel de mes canaux a tendance à mieux convertir mes prospects et à les pousser à l'engagement, c'est-à-dire à minima à ouvrir mes mails, à accepter mes demandes sur LinkedIn, ce qui ferait d'eux des leads froids, ou au mieux de les pousser à cliquer sur mes liens, ce qui ferait d'eux des leads tièdes, ou de répondre favorablement à mes sollicitations en disant par mail « oui, ça m'intéresse, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous, pouvez-vous m'en dire plus ?» etc. etc. À partir de là, on a un lead chaud que l'on va gentiment envoyer en tant que SQL, Sales Qualified Lead, à nos accounts exécutives, ou si l'on est Business Developer Full Cycle, que l'on va soi-même closer. Alors, je fais toujours un petit récap avant de passer à la pratique, histoire de vous rafraîchir la mémoire. Je réinsiste sur le fait qu'il faut prendre des notes pour relire par la suite les informations que vous avez enregistrées. N'hésitez pas non plus à revisionner autant de fois que nécessaire une partie qui vous semble complexe et aussi à venir nous poser toutes vos questions sur le canal Slack, WhatsApp ou Discord en fonction de ce que vous avez comme canal à disposition afin que je puisse, à titre personnel, y répondre et vous offrir un complément d'informations. Allez, c'est parti. Donc on va utiliser un ton corporate sur la première séquence.
que l'on va rédiger de A à Z, mettre nos idées, et ensuite on va faire exactement la même chose. Si sur la séquence A, on vous voit, et bien sur la séquence B, on tutoie. Si sur la séquence A, on termine nos phrases avec des points, sur la séquence B, on va rajouter un petit smiley, etc., etc., histoire de varier les approches. Sur la demande de connexion, j'ai une petite information à vous communiquer. Sachez que vous allez obtenir un taux d'acceptation de vos demandes de connexion beaucoup plus élevé si vous n'y glissez pas un message. Pourquoi ? Si je vous envoie une demande de connexion en mettant à l'intérieur un petit message que votre prospect va voir s'afficher à l'écran sur LinkedIn lorsqu'il s'apprêtera à l'accepter ou pas. Eh bien, si je vois écrit « j'aimerais vous parler de ma super formation » ou « j'aimerais vous vendre quelque chose », il y a beaucoup plus de chances que je refuse la demande de connexion et donc que je n'y réponde pas favorablement que s'il n'y a absolument rien d'écrit et que je considère que c'est tout simplement une demande de connexion spontanée de quelqu'un qui m'a trouvé sur LinkedIn ou qui a apprécié un de mes posts ou une de mes publications ou un de mes commentaires, etc., etc., ou le contact d'un contact, ainsi de suite. Parce que quand quelqu'un arrive fraîchement débarqué sur LinkedIn, on lui propose une liste de contacts à suivre, donc ça peut être un ancien collègue, etc. Donc vous multipliez vos chances d'obtenir des demandes de connexion qui sont acceptées en n'y envoyant pas de message, en n'y glissant pas, de message. Votre réaction, ce serait donc de dire, eh bien dans ce cas-là, Anis, parfait, pour augmenter mes chances d'avoir des demandes qui sont acceptées, je ne vais pas donc glisser de message et donc je vais cliquer ici non à la question voulez-vous insérer un message de prospection, et donc je vais juste envoyer une demande de connexion sans message. Je suis obligé de vous donner le revers de la médaille et vous dire les avantages de mettre quand même un message, c'est que quand, dès votre message d'accroche, vous envoyez une phrase qui n'est pas forcément une phrase de prospection, ne l'oubliez pas, parce qu'on écrit globalement ce qu'on veut ici, on a une zone de texte qui est libre, limitée à un peu moins de 300 caractères, mais on y met ce qu'on veut. Eh bien, au moins, vous êtes globalement sûr que tout le monde ne va pas accepter votre demande de connexion, mais celles et ceux qui vont l'accepter sont a priori disposés à vous répondre et ouverts en tous les cas à la conversation. Parce que il ou elle voit que je l'aborde avec un message d'accroche, ça veut dire que je suis là pour discuter, je suis là pour papoter, je ne suis pas là uniquement pour t'avoir dans mon réseau et ne plus te parler par la suite. Et la personne a quand même accepté. Donc il y a effectivement ce petit côté un petit peu plus qualitatif que quantitatif lorsque vous glissez un message lors de la demande de connexion. Le juste milieu, l'entre-deux, serait, à mon sens, maintenant à vous de faire vos propres cas d'usage et d'essayer de plusieurs manières différentes vos approches et vos accroches. Le juste milieu, selon moi, c'est d'envoyer un petit message sympathique qui ne propose pas de vendre quelque chose. Ça veut dire que l'extrême est, ce serait de dire « je n'envoie aucun message pour multiplier mes demandes de connexion, faire du quantitatif et ensuite, l'avantage c'est qu'ils vont voir mes posts LinkedIn, on sera en relation et puis si je ne le prospecte pas ou que je ne le signe pas aujourd'hui, eh bien je multiplie mes chances de le signer dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, sachant que la vente est un processus long. On ne fait pas le métier de BDR pendant 2 mois, on le fait pendant des années parce que les connexions que l'on crée aujourd'hui deviennent fructueuses 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, 1 an plus tard, etc. Donc l'extrême est, c'est ça, c'est dire j'envoie à personne, je les garde dans mon réseau et un jour je finirai bien par les signer ou au pire ils peuvent me bloquer ou me retirer de leur liste de contacts pour ne plus voir s'afficher ni mes messages, ni mes posts, etc. L'extrême ouest, ce serait de dire moi je vais toujours envoyer un message de prospection pour m'assurer que certes tout le monde ne m'accepte pas, mais au moins je ne perds pas mon temps avec toutes les personnes qui vont me cramer des relances pour rien, qui vont continuer à exister dans mon réseau, dans ma base de données, moi je ne vais garder que ceux qui me montrent dès le départ un signe favorable à la discussion, à l'échange et potentiellement à la vente et à la prospection. Le juste milieu serait de glisser un message sympathique
Pas de prospection pour éviter que tout le monde nous refuse, parce que j'estime qu'il y a des personnes qui, a priori, ne veulent pas vous acheter quelque chose, mais qui finiront par le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de sollicitations dans l'écosystème. Tout le monde est bombardé de messages tous les jours, que ce soit sur LinkedIn ou bien sur la boîte email, et il y a énormément de mauvais vendeurs. Je pars du principe que moi, et donc vous également qui regardez cette vidéo et qui êtes en formation, nous avons des messages qui se différencient des autres et que ce n'est pas parce que 5 ou 10 piètres vendeurs et piteux bidiards ont prospecté ma cible que moi je vais le faire exactement de la même manière. J'estime que mon offre est supérieure à celle des autres, j'estime que mon message est également supérieur à celui des autres, et ce n'est pas de l'égocentrisme ou je ne sais quel autre adjectif qualificatif péjoratif, c'est tout simplement de la confiance en soi et puis du travail derrière. Je fais en sorte que mon offre se différencie des autres. Je fais en sorte que mon message se différencie des autres et à moi de placer la barre très haut pour que personne ne puisse me ressembler et que mon message soit extrêmement différenciant par rapport aux autres. Ceci étant dit, nous allons donc glisser sur la séquence A ou B un message et constater les résultats. Je vous invite à faire de même, hein, si vous avez, comme je vous l'ai conseillé, votre ordinateur à côté, créez une séquence tout de suite, mettez un message sur la séquence A, mettez un message sur la séquence... ne mettez pas de message, pardon, sur la séquence B, laissez votre outreach faire ses preuves et regardez à la fin de la séquence A si vous avez eu des résultats beaucoup plus intéressants ou si vous avez effectué plus de ventes que sur la séquence B et vous aurez votre réponse uniquement par rapport à cette cible. Parce que n'oubliez pas qu'il y a autant de messages de prospection que de prospects, que de résultats différents. Donc ce qui a marché avec la cible A ne marchera pas avec la cible B, sinon tout le monde ne ferait qu'un seul A/B test dans sa vie. Et puis en fonction des résultats de cet A/B test, moi je vais aller prospecter des experts comptables, des DRH, des médecins, des avocats, etc. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ou en tout cas qu'un BDR performant qui veut obtenir à chacune de ces séquences des résultats, et idéalement de dépasser ses objectifs, procède. Et donc je vous invite à lancer à chaque fois une petite séquence d'A/B test afin de voir comment votre cible réagit et adapter votre séquence finale que l'on va copyrighter juste après. Donc si vous voulez, moi je peux faire ça. Sur la première séquence, on ne va pas envoyer de message sur la première étape, donc la demande de connexion de la séquence A, on n'envoie pas de message. Sur la séquence B, on peut faire un petit message très très cool et voir ce que cela peut donner. Je rappelle la cible, on est face à des CEO d'entreprise qui sont founders, c'est-à-dire qui n'ont peut-être pas d'associés qui s'occupent des ventes et ils ont un profil de développeurs, de CTO, donc de personnes très techniques qui initialement, je rajoute à cela ma propre expérience personnelle, ce ne sont pas des vendeurs nés, ils n'aiment pas forcément ça, c'est pas trop, mais ils se rendent compte en devenant CTO, c'est en général le cheminement qu'ils suivent tous, que c'est nécessaire pour leur entreprise, que sans les ventes, eh bien, il n'y a pas de chiffre d'affaires, et sans chiffre d'affaires, et le projet a beau être très sympathique et techniquement très solide, il faut effectivement effectuer des ventes. Et là, je vais essayer d'avoir une approche sympathique, telle que par exemple, bonjour. Donc là, j'ai mes variables, hein. First name sera remplacé par le prénom à chaque fois, donc si j'ai 500 personnes dans ma liste, ce sera bonjour Anis, bonjour Stéphane, bonjour Mohamed, etc. etc. Donc là, je vais mettre un petit bonjour first name. On peut mettre j'ai vu. Si on veut être cool, si vraiment la séquence B on la veut très très cool, on peut mettre un hello first name avec un joli sourire. Hello first name. Un dev qui a lancé company name. Tout seul, chapeau. Voilà, ça peut être juste un compliment. Ça, c'est l'entre-deux que moi je vous propose. Le degré de prospection juste au-dessus de ce message, ce serait de rajouter en bas, par exemple,
quelque chose du genre voilà. Là, je fais un peu de rentre-dedans dès le départ. Alors, je ne connais pas la personne, mais mon listing est tellement bon, j'ai tellement mis des bons critères de recherche sur Sales Navigator tel qu'on l'a vu sur la section précédente, que je peux me permettre de faire du rentre-dedans de cette manière. Parce que c'est vrai, je sais qu'il est founder, qu'il n'a pas forcément d'associé, je peux appuyer là-dessus. C'est-à-dire qu'à la place de cette phrase-là, je peux mettre cette phrase-là. Je peux mettre « Je ne vois pas de co-founder sales ». Pas trop dur les ventes. Hop. Quelque chose comme ça. Là, effectivement, je fais du rentre-dedans. Ce que j'aimerais, pour cette formation, éviter parce que je veux vous donner un entre-deux. Je vous montre la possibilité. J'en reviens à ce que je dis depuis tout à l'heure en intro. On peut dès le départ avoir une approche rentre-dedans pour aller faire du qualitatif. C'est-à-dire que ce message-là, soit ça va embêter ma cible en disant bah, de quoi je me mêle et puis qu'est-ce que ça t'intéresse toi au final que je fasse des ventes, que je fasse pas des ventes, c'est pas ton problème. Par contre, celui qui va me répondre et qui va me dire oh, laisse tomber, je galère tous les jours, là j'ai du très qualitatif. Parce que directement, je veux dire, ah bah super, faisons un rendez-vous, on se donne 15 minutes, on fait connaissance, et puis moi je vais donner quelques astuces pour vendre. Et puis lors du rendez-vous, déjà je passe un cap avec mon prospect, je lui explique qu'on a une formation qui va l'aider à vendre, qui n'est pas très longue, qui lui permettra d'avoir au moins un pied dans les ventes, à récupérer ses propres listes, à envoyer des messages, à apprendre à copywriter, ce que je vous apprends à faire depuis le début et jusqu'à la fin. Je peux aussi lui proposer une prestation de service par le biais d'autres services que je peux avoir, etc. etc. Maintenant, je peux aussi dire, moi je n'ai pas forcément envie de tomber que sur des personnes qui me disent « Oh là là, ne m'en parle pas, la galère, j'arrive pas à vendre et c'est pas forcément mon dada et j'ai pas la formation qui va avec ». Je veux tout simplement activer mon prospect. Je veux activer mon prospect et je veux juste une réponse du genre merci, super, bravo toi aussi pour ce que tu as fait, etc. Créer un premier lien avec mon prospect. Donc ça peut être ce message, ça peut être dans la même lignée, je peux vous en sortir 10, 15, 20 messages de ce genre. Je peux prendre le même hello first name, hop, et partir sur un salut first name si je veux varier ma phrase. Je peux prendre la même phrase et la décliner, hein. Un dev tout seul qui vend chez Company Name, parce que je sais qu'il n'a pas de founder qui est sales, il est founder, donc pas co-founder, donc il est tout seul. Et là, je peux rajouter, voilà, je peux rajouter une phrase du genre. Là, je vous le fais vraiment à chaud, sans aucune préparation. Vous, quand vous allez lancer votre campagne, vous vous posez, vous rédigez 10, 15, 20 phrases du genre, vous mixez, vous regardez, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de recevoir? Quel est le message auquel je suis sûr de répondre par la suite, etc., etc. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Pour l'exercice, juste pour avancer dans l'exercice, moi je vais garder le premier message qui est très sympathique et je vais passer à la step suivante. Alors, mesdames et messieurs, important, deux choses. Pour tout ce qui est des relances, donc est-ce que je relance X jours plus tard, X minutes plus tard, X heures plus tard, ça on le paramétrera à la toute fin. Il y a des gens qui le paramètrent au début, des gens qui le paramètrent à la fin. Globalement, on s'en fiche un peu. Au pire, vous pouvez paramétrer 2 jours entre chacune des étapes de votre séquence A et B, une journée, 2 jours, 3 jours. On propose chez Scaly des relances à la minute et à l'heure. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vous suggère, sauf dans des cas très précis de growth hacking. Attendez d'abord de devenir des experts qui maîtrisent at least et à minima le socle de base de la vente du copywriting avant de vous amuser à rentrer dans des schémas tels que je lui envoie une demande de connexion, dès qu'il répond je lui envoie un petit message, en même temps je shoot un mail, dans la journée je l'appelle, etc. Faites quelque chose de très simple au départ avec 1, 2, 3 journées d'espacement entre chaque étape de vos séquences. Deuxième chose, rappelez-vous qu'à chacune des étapes de ma séquence, je cherche à obtenir un seul résultat.
Vous remarquerez, moi je vous dirai à chaque fois, n'écrivez jamais, jamais un message sans call to action, c'est-à-dire sans appeler la personne à mener une action. Maintenant, moi j'appelle subtilement la personne à me remercier. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lui dire « n'oublie pas de me répondre en me remerciant à mon message, je te fais un compliment ». Donc j'en attends de toi que tu lises mon message et que tu me dises « ah c'est gentil, etc. » Mon but avec cette première step, c'est de créer directement un lien avec mon prospect et de l'activer, qu'il me réponde. Et là, je prends le relais à la main et je lui fais un message personnalisé, je rentre un peu plus sur son profil, parce que je sais que il est dans ma cible, j'ai déjà étudié son profil dans certes une liste homogène, mais en étudiant tout le monde qui lui ressemble, je sais à peu près qui il est, je sais qu'il doit avoir le budget pour ma formation ou pour ma prestation de service ou pour mon produit ou solution de manière générale. Donc je veux juste que cette personne vienne me parler, vienne me répondre pour ensuite lui dédier 2, 3, 4 minutes de mon agenda pour lui faire un joli message et lui proposer directement de passer à l'étape suivante. Donc en fonction de sa réponse. S'il me dit ah bah je peux te dire que c'est pas évident, etc. Je lui dis ah bah j'imagine en tant que sales, en tant que développeur, pardon, les ventes ça doit pas être évident. Comment est-ce que tu fais? Et donc là je vais rentrer un peu plus dans mon processus. Je suis un vendeur. Mon job à moi, c'est de vendre. Vous savez, on ne fait pas un métier si différent que ça dans son application de tous les autres vendeurs dans le monde. Si vous êtes habitué des destinations touristiques, vous allez voir que les vendeurs de rue qui vont vous accoster, vous aborder dans la rue pour vous vendre un souvenir ou une prestation de service ou que sais-je, vont venir, ou même si vous voulez, je peux même vous comparer ça aux personnes qui vont mendier dans la rue. Ils vont venir vous aborder, insister pour que vous leur donniez quelque chose. Leur seul but, c'est que vous les regardiez, vous leur parliez, etc., avant qu'eux puissent détailler leur pitch et vous dire qu'ils sont souffrants et qu'ils ont ceci et cela. Idem pour les personnes qui vous vendent une prestation de service dans les lieux touristiques. Tout ça, c'est de la vente. Je dois accrocher la personne. Je peux vous donner aussi un parallèle avec la drague. Si j'ai envie d'attirer le regard de quelqu'un ou j'ai envie que quelqu'un me manifeste que je lui plais en retour, je ne vais pas aller voir quelqu'un en disant « Bonjour, je m'appelle un tel, je fais ceci, je fais cela, voici mes qualités, j'aimerais te… » Non, je vais d'abord avoir une phrase d'accroche, je vais d'abord pousser la personne à interagir. Je vais faire en soirée, par exemple, je vais aller voir une jeune femme, l'aborder, l'accoster avec une blague. Et si effectivement je vais réussir à faire marrer la personne qui est en face, là je me sens en confiance pour lui dire au passage, moi je m'appelle ceci, cela, je fais ceci, cela, et puis voilà, et puis j'aimerais discuter avec toi, et là j'active mon prospect. Je suis quelqu'un qui est très réputé pour donner des exemples complètement tirés par les cheveux, je vous l'accorde. Mais mon objectif à moi, c'est juste que vous compreniez ma finalité. Donc ne voulez pas me dire « Ah, tu nous parles de drague, tu nous parles de mendiant, tu nous parles de vendeur à la sauvette ». J'essaie juste de vous simplifier la chose, de démystifier la vente et de vous expliquer que c'est quelque chose que des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde pratiquent tous les jours. Vous n'avez pas à réinventer la roue. Tout ce que vous devez faire, c'est aller activer votre prospect. Si maintenant je suis un puriste de la vente et que je ne veux pas me faire gronder par tous mes amis copywriters, je rajoute un call to action et là je vais poser une simple question, par exemple, si je pars du principe que la personne en face ou la personne derrière n'a pas forcément compris subtilement que j'attends une réponse pour l'activer, etc. Je peux rajouter donc hello Guillaume, un dev qui a lancé Scaly tout seul, chapeau bas. Hop. Voilà. Est-ce que c'est pas trop dur de vendre en tant qu'ex-CTO? Alors ex-cato, c'est aussi possible, mais c'est pas ce que j'ai envie de dire. Donc on va rester sur ex-CTO. Là, si vraiment je ne veux pas être au summum de la prospection avec une phrase rentre dedans, mais je veux quand même sous-entendre, voilà, je te pose une question, la moindre des choses, c'est que tu me répondes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à l'étape suivante et aller rédiger l'email de la section A sur un ton corporate et l'email de la section B sur un ton beaucoup plus détendu et enchaîner sur une relance LinkedIn, sachant que personne ici n'a reçu de message de ma part et personne ici, et par contre sur la séquence B, à la première étape, ils ont reçu un message de ma part et ils ne peuvent pas
lire le second message sans avoir lu le premier. Donc il y aura un petit travail à effectuer ici, contrairement à là, où il faudra coordonner sa relance avec son message initial. Alors que là, ce sera le message d'accroche, et donc on va reproduire un peu ce qu'on a eu ici. Là, on peut enlever la question et la laisser pour cette étape, par exemple, vu que c'est à l'intérieur de la séquence, et faire quelque chose de différent. L'idée, c'est de terminer cette séquence d'A/B test. Je vous l'ai dit, vous, lorsque vous allez reproduire cela au niveau de votre prospection, laissez s'écouler quelques jours, voire quelques semaines, que moi, je ne peux pas me permettre de laisser couler, pour des raisons logistiques, techniques, etc. Donc moi, je vais effectivement vous montrer comment j'aurais copyrighté la séquence sans faire d'A/B test. Je jouis quand même d'un minimum d'expérience, j'ai déjà lancé des centaines de campagnes, donc je vais y aller sans avoir fait de l'A/B test, mais je vous recommande de toujours A/B tester votre cible avec un petit message sympathique avant de lancer votre réelle séquence. Allez, on part sur la rédaction de l'email, donc là, de l'étape 2 de la séquence A, un email corporate. C'est parti. Pour ce premier mail de la séquence A, on va partir, je vous ai parlé dans la partie théorique des différents frameworks que l'on peut appliquer, je vous en ai donné les deux principaux que moi j'utilise, et comme c'est un cas pratique, on va bien évidemment les utiliser. Pour ce premier mail, je vais vous suggérer un PAS. Donc là-dessus, on va partir sur un Problem Agitate Solution. Sur le deuxième, qui sera beaucoup plus détendax et cool, on va partir sur un framework AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Je pourrais vous proposer 4, 5, 10, 15 frameworks, mais ça ne va vous servir à rien du tout, parce que c'est exactement comme dans toute autre discipline, plutôt que de maîtriser 500 frameworks et de finalement n'être excellent sur aucun d'entre eux, moi je vous en propose 2. Si demain vous maîtrisez à la perfection ne serait-ce qu'un seul des 2 frameworks que je vous ai donnés, vous faites partie des 1%, 2% de BDR les mieux rémunérés sur cette planète. N'est-ce pas incroyable et génial? Donc ça ne sert à rien de rentrer dans un système où vous essayez d'apprendre des frameworks toujours plus. Moi, à titre personnel, c'est les 2 que j'utilise principalement, je les trouve géniaux. Donc, ma méthodologie, qui n'est pas du tout forcément la bonne méthodologie à suivre, parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise, c'est que j'aime bien rédiger les objets de mail à la toute fin. Maintenant, vous pouvez l'écrire au tout début. Le seul objectif d'un objet de mail, c'est qu'on ouvre vos emails. C'est pas très compliqué. Donc, faites vos objets de mail quand vous voulez. Moi, personnellement, j'ai pris cette habitude, donc je vais procéder ainsi. Je ne vais pas écrire d'objet de mail tout de suite, je vais le laisser à la fin. Mais c'est vraiment parce que moi, je suis comme ça. On est sur un email corporate. Donc, l'email doit être clean du début à la fin, donc pas de salut, pas de hello, pas de blabla. On va partir sur un classico-classique. Bonjour, indémodable. Donc bonjour, Nathan, Yasmine, Héloïse, ce que vous voulez. Ça va remplacer le prénom à chaque fois. Donc, le prénom sera remplacé, first name remplace le prénom, last name le nom, job title le titre de poste, company name l'entreprise, my first name si c'est moi. Donc si j'écris une campagne pour quelqu'un, je vais mettre my first name, comme ça remplace à chaque fois par la bonne variable, etc. etc. Icebreaker, quand vous scrapez avec Scaly, on vous écrit toujours un petit brise-glace, donc une petite phrase d'accroche et d'approche avec de l'intelligence artificielle. Si vous voulez les réutiliser, vous glissez ici Icebreaker, et là il y aura donc bonjour à Nice. Petite phrase d'accroche très sympathique, personnalisée et rédigée avec l'intelligence artificielle. Donc les 500 personnes de votre liste recevront tous une phrase de ce type. Et ensuite, la personne reçoit le reste de l'email. Ça, je vous invite à l'utiliser, à le tester à tête reposée sur une de vos prochaines campagnes. De manière corporate, j'ai envie
de suivre un framework avec ma liste de prospects qui sont des CEO d'entreprise dont ils sont les founders. L'utilisation de la terminologie founder fait que potentiellement ils n'ont pas d'associés qui s'occupent des ventes et ils ont un background de CTO ou de développeur. J'ai envie de leur exposer un problème, donc le P du framework PAS, ensuite d'agiter ce problème, c'est-à-dire d'appuyer dessus, grosso modo, de remuer le couteau dans la plaie, et de finir par la solution, qui est moi, bien évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Et donc le problème que rencontrent des développeurs lorsqu'ils lancent une entreprise, c'est que globalement, ce ne sont pas des sales. Il y a plein de problèmes sous-jacents à celui-ci qui vont être l'agitate. Parce que ce ne sont pas des sales, ils perdent beaucoup de temps. On peut les écrire, hein. Perte de temps. Perte de temps. Donc ça, c'est pour la partie agitée. Donc là, on va écrire problème. Les devs ne savent pas vendre et n'aiment pas ça. C'est pas ce que je vais envoyer à mon client, ça c'est pour vous. Hein. Ensuite, je vais transformer ces bullet points en messages. Et n'aiment pas ça. Ça, c'est le problème. Okay, perte de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part la perte de temps? Métier dur mentalement. Surcharge de l'agenda, recruter trop cher et pas évident de trouver le bon profil, ça semble simple, mais en fait, pas vraiment. Je n'ai pas de réseau de vendeurs à ma disposition. C'est logique, les médecins ont un carnet d'adresses de médecins. Les experts comptables, un carnet d'adresses d'experts comptables, et les développeurs, devinez quoi? Un carnet d'adresses de développeurs, et les sales de sales. Quand je suis dev, ou CTO de mon entreprise, je connais de très bons développeurs, ce qui permet à mon entreprise d'avancer rapidement techniquement, mais je n'ai pas un réseau de bons vendeurs. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une phrase d'accroche beaucoup plus sexy que les devs ne savent pas vendre et n'aiment pas ça. Je vais appuyer dessus, appuyer dessus, appuyer dessus, et puis je vais arriver avec ma solution, juste ici. Et je vais terminer ça par ma signature. Alors, je peux mettre ma signature, je peux mettre beaucoup de choses. Hein. Petite astuce growth hacking que tous les growth hackers du monde entier ont utilisé au moins une fois dans leur vie, c'est de faire, par exemple, Anis M, envoyé de mon iPhone. Pourquoi? Parce que c'est en général ce que Apple met de manière automatique à la fin de son application mail sur iPhone pour donner l'impression à son prospect que je n'ai pas fait un mail de prospection, que c'est surtout pas automatisé, que je suis tombé sur son profil en baladant sur LinkedIn, que j'ai pris mon téléphone spontanément et que je lui ai envoyé un mail. Ça marchait en tout cas pas mal à l'époque. Je ne sais plus ce que ça vaut aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je ne l'utilise plus depuis un bon moment. Si vous voulez le tester, vous pouvez... Moi, je vais remplacer ça par ma jolie signature qui va arriver juste ici. Et donc là, bonjour, prénom, on va exposer le problème. Donc, les devs ne savent pas vendre et n'aiment pas ça. Comment est-ce que je peux exposer ce problème? Parce que je ne peux pas arriver en disant oui, tu galères avec tes ventes, moi je vais t'aider, machin. Ça, je peux le tenter de manière subtile, un peu plus marrante, etc. sur le deuxième email, qui est beaucoup moins corporate et beaucoup plus cool. Mais là, je suis sur une séquence où je ne sais pas comment ma cible va réagir à ce que je vais lui envoyer. Peut-être qu'il n'apprécie pas le ton cool, peut-être qu'il n'apprécie pas le ton corporate. C'est l'objet même de cette séquence. Le seul moyen de le savoir, c'est de prendre une petite partie et de les tester avec deux messages différents. Donc je dois effectivement être très corporate dans cette séquence pour voir ce que ça donne. Donc ce que je vais essayer de dire, c'est bonjour, prénom. Rares sont, je vous donne des exemples, après on choisit la meilleure comme d'habitude. Exactement comme pour le message LinkedIn qu'on vient de voir précédemment, vous écrivez 4, 5, 10, 15 accroches
si vous choisissez le framework PASS, donc 5, 10, 15 manières de présenter le problème. Si vous choisissez le framework AIDA, 5, 10, 15 manières d'attirer l'attention ou de susciter l'intérêt ou de créer le désir. Et puis ensuite, vous passez à l'action. Pareil, vous testez 5, 10, 15 call to action. Vous dites, bah, je vais lui proposer un appel téléphonique, je vais lui envoyer mon calendrier, je vais le pousser à me répondre, je vais lui poser une question, etc. À chaque fois, vous voyez, quand on procède de manière méthodique, et rappelez-vous qu'un BDR, c'est beaucoup de méthodologie et beaucoup d'organisation, on fait que zoomer en réalité. Ce que les gens voient comme, oui, mais tu vends ta prestation, enfin tu prends ton téléphone et puis tu appelles des prospects, tu prends ton ordinateur et puis tu envoies un email en disant, hey, salut, je vois que tu es comme ça, je veux te vendre ceci, cela, etc. Non, c'est vraiment pas aussi évident que ce que les gens peuvent penser. En réalité, on va zoomer à chaque fois step by step, c'est-à-dire qu'on va avoir une séquence de prospection, on va zoomer, prendre une petite partie d'entre elles, faire de la B-test. Dans la B-test, on va prendre chacune des étapes de la séquence et mettre un objet précis ou un objectif précis en disant dans cette étape-là, je veux qu'il me réponde. Dans cette étape-là, je veux qu'il clique sur mon lien. Dans cette étape-là, je veux qu'il aille consulter mon profil LinkedIn. Dans cette étape-là, je veux qu'il aille sur mon site internet, etc., etc. Et à l'intérieur même de l'email durant lequel je veux le faire parvenir à mon objectif, je veux aussi le découper en plusieurs frameworks et chacune des étapes du framework, je vais la répliquer de 5, 10, 15 manières différentes pour juste avoir une phrase qui est suivie de 4-5 phrases ou bullet points, suivie d'une action, etc. Donc énormément de méthodologie, mais beaucoup de plaisir. Si à cette étape-là, ça vous embête déjà de creuser votre tête, à trouver les bonnes tournures de phrases, etc., c'est que c'est un métier qui n'est pas fait pour vous. C'est qu'il faut changer de métier, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut faire autre chose. Mais si à cette étape, vous êtes comme moi, extrêmement excité à l'idée de trouver la bonne phrase, la bonne accroche, les bons bullet points et la bonne action qui va obtenir des résultats fulgurants et avoir, grâce à votre super objet de mail, 90% d'ouverture, et avoir, grâce à votre super accroche, des personnes qui restent sur votre email, et grâce à votre super framework, je sais pas moi, 60, 50% qui vous répondent favorablement, ou 70, 80% qui vont cliquer sur vos liens. Si chacun d'entre vous obtient ne serait-ce que la moitié de ces résultats et que vous avez 4-5 boîtes mail différentes qui prospectent avec 4-5 domaines, noms de domaines différents, souvenez-vous la section 1 où je vous parlais de cela, je crois que c'était dans la partie optionnelle, en bonus, ça vous fait des centaines d'emails que vous envoyez tous les jours et donc si vous avez 30-40%, donc la moitié de ce que les bons BDR ou les bons growth ou copywriters obtiennent, vous avez des centaines de personnes qui vous répondent tous les jours favorablement, vous avez des centaines de personnes qui visitent votre profil LinkedIn et il existe aujourd'hui sur cette planète des personnes qui ont monté des boîtes uniquement avec le cold email. Pas de SEO, pas de... Et Scaly en fait partie. On a pendant extrêmement longtemps nos clients que en utilisant notre propre plateforme. Donc si demain vous pouvez mettre à disposition des entreprises qui le demandent cette qualité-là, ce niveau-là de résultats, vous êtes parmi les champions et encore une fois parmi les 2%, voire le 1% des mieux rémunérés dans le secteur. Alors, je vais faire pareil, opérer exactement comme sur le message LinkedIn, je vais présenter mon problème de différentes manières. Donc les devs ne savent pas vendre, ils n'aiment pas ça. Bonjour first name, mon associé Guillaume, le CTO de Scaly. Donc le mec voit que ma boîte mail c'est Scaly, que ma signature c'est Scaly, donc il comprend que ma boîte c'est Scaly. Déteste vendre. Avec les amen. خرجت لي بوب اب هذيك. احكم المومون نكوبيوها. دوك انا نغلق واتساب. شايف انك عاود تبدا لا فراس. اوكي. احنا عاود لا فراز mon associé Guillaume le CTO de Scaly déteste vendre. Donc je vais reformuler cette phrase différemment en disant par exemple mon CTO ou encore mieux mon associé chez Scaly ou mon associé Guillaume CTO de Scaly, encore mieux,
La personne voit que dans mon email il y a écrit Scaly, que dans ma signature de mail il y a écrit Scaly, il comprend rapidement que c'est ma boîte et donc qu'on est deux, Guillaume le CTO et moi qui n'ai pas le CTO. Des tests vendre. Hop. Pourtant, tu es aussi. Alors, là, il faut que vous voyez séquence corpo. Êtes-vous confronté? Je suis en train de penser aussi, dans votre séquence, si vous voulez pas perdre de temps à faire des A/B tests et vous avez de base uniquement des listes de 50, 100, 200 personnes et que vous l'accélérez rapidement, vous pouvez arrêter votre email ici. Ne pas mettre tout ça et mettre par exemple, avez-vous une quelconque problématique quant aux ventes de compagnie name? Ça peut être un cold email. C'est-à-dire, vous avez deux écoles. Vous avez ceux qui font des emails, des cold emails corpo, classiques, avec vraiment le framework, etc. Vous avez aussi ceux qui envoient juste deux lignes, deux petites lignes questions. C'est exactement la même philosophie que dans le message LinkedIn que l'on a écrit précédemment. Ça veut dire que il y a encore une fois autant de prospects que de possibilités de messages que de réactions derrière. Testez beaucoup de choses. Un de ces quatre, lancez une campagne de cold email avec 4, 5, 6 emails qui se suivent avec une journée, 2 jours d'espacement entre eux. Et puis posez des questions comme ça. Bonjour Anis, mon associé Guillaume, CTO de Scaly, déteste vendre. Pourtant, vous êtes également CTO et l'unique founder chez Company Name. Avez-vous un quelconque problème quant aux ventes chez... là, on peut enlever Company Name et puis le mettre un peu plus bas. Pourtant, vous êtes également le CTO, l'unique founder de votre entreprise. Avez-vous une quelconque problématique concernant les ventes de Company Name, etc. Vous laissez la personne comme ça, elle répond pas. Puis derrière, c'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer le framework à l'intérieur de l'email, vous découpez le framework en plusieurs fois, vous envoyez le problème dans l'email 1, vous envoyez l'agitate, donc vous remuez le couteau dans la plaie dans la step 2. Ah oui, au fait, si je vous posais la question dans mon précédent email, c'est parce que bullet point 1, bullet point 2, bullet point 3, 4 et 5, voici mon calendrier si vous souhaitez en parler. Paf, troisième email, chez Scaly, nous avons plus de 500 clients, dont 89% sont des anciens développeurs qui ont monté leur boîte, par exemple. Pourquoi pas vous, etc., etc. Donc vous avez la possibilité de soit glisser votre framework à l'intérieur de votre email, ou bien de glisser votre framework à l'intérieur de votre séquence tout entière. Là, je peux demander, par exemple, êtes-vous confronté à une de ces problématiques? Difficulté d'organisation de votre agenda. Là, je pense aussi à la difficulté de rester focus. Impossibilité de coder tranquillement la journée. Parce que la journée, en général, on a des clients qui arrivent, des rendez-vous, etc., etc. Impossibilité. Donc, surcharge de l'agenda, on en a parlé un peu plus haut. Là, je peux rajouter juste ici, par exemple, donc impossible de coder tranquillement la journée. Je cherche un synonyme de difficulté, donc je peux écrire difficulté synonyme. Peine, voilà, peine à
gérer les deux métiers en même temps. Vente plus code. Là, je peux rajouter ou encore pour diviser ma séquence en deux parties. Déléguer. Là, je sous-entends qu'il y a des bons sales, mais ils sont beaucoup trop chers. Aucun profil ne correspond à mon budget. Et là, en tant que dev, en tant que développeur, je n'ai pas un bon réseau de vendeurs, ou je n'ai pas, ou bien en tant que dev, je ne connais pas de sales dans mon réseau. On peut rajouter encore plein d'autres raisons. Mais déjà, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus sympathique. Je vous le lis, comme ça. Encore une fois, ça c'est le premier draft. L'idée de cette formation, c'est de vous montrer le processus. Je pose le framework, je remplace chacune des étapes du framework par mon problème, les arguments que je peux avoir. Moi, j'essaye d'aller vite, c'est-à-dire que j'ai un argument, je le mets, je le transforme, etc. Mais vous, mettez 10, 15, 20, 30, 50 arguments, si vous en avez, pour agiter, pour remuer le couteau dans la plaie. Tu n'as pas le bon budget, tu n'as pas trouvé de bons développeurs, tu n'as pas de réseau de sales, le bon sales, pardon, tu n'as pas de réseau de sales, etc., etc. Mettez tous les arguments qui vous passent par la tête. Demandez autour de vous, je passe un petit coup de fil, j'ai un pote développeur, bah, écoute-moi, si demain tu dois monter une boîte, comment tu ferais pour vendre? Ah, bah, je sais pas, en fait, moi, le premier truc que je me dis, c'est je connais pas les bons process. D'accord, vous ne connaissez pas les bons process de la vente, vous ne respectez pas la bonne organisation, vous allez dans tous les sens, etc., etc. Je viens d'avoir une accroche, pareil. Pareil, quand vous êtes en train d'écrire, vous allez avoir pas mal d'idées. Gardez en dessous de votre mail ou ailleurs, ou par exemple, si je veux dans l'email un peu plus cool, je peux sortir l'argument. J'ai un argument ici qui me vient en tête, c'est si un sales se met à coder, qu'est-ce que ça donne? À peu près la même chose qu'un développeur qui se met à vendre. Vous voyez là, vous allez bien souvent avoir les idées qui fusent comme ça parce que vous êtes en train de solliciter votre cerveau pour vous trouver des bonnes accroches, etc. Là, je peux déjà faire le template de mon premier mail de la séquence B qui est lui beaucoup plus cool. Par exemple, voilà. Ça peut être ça. Il y a des choses qui vont changer encore une fois. Ouais, je crois que carambar, c'est avec un C. Il y a des choses qui vont changer, je ne dis pas envoyer ça comme ça, mais j'ai une idée. Voilà. Hello Anis, j'ai une blague carambar pour toi. Si un sales se met à coder, qu'est-ce que ça donne? À peu près la même chose qu'un développeur qui se met à vendre. Pour retourner la situation, tu es développeur, tu as monté ton entreprise, tu en es le CEO, donc forcément c'est toi qui dois gérer les ventes, vu que tu es tout seul, tu es l'unique founder, tu n'es pas co-founder, tu es seul. Et donc, même pour manager un sales, moi je ne pourrais pas manager un développeur. Donc un développeur ne peut pas non plus manager un sales. C'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes mots que l'on va utiliser. Et donc forcément, ce n'est pas les mêmes techniques de management. Donc vous avez une idée, paf, vous la mettez directement dans la bonne partie. Les plus rigoureux d'entre vous auront carrément un bloc-notes avec différentes idées, d'arguments, etc. Surtout si vous bossez pour votre propre projet ou avec le même client à chaque fois. Ça veut dire que si demain vous avez une bonne idée d'argument ou vous vous baladez dans la rue, il y a une idée, je la note, et comme ça demain quand je suis sur le point de lancer un email, je l'utilise comme accroche ou comme argument, etc., etc.
Donc bonjour Anis, mon associé Guillaume, CTO de Scaly, déteste vendre. Pourtant, vous êtes également CTO et l'unique founder chez Company Name. Êtes-vous confronté à une de ces problématiques? Difficulté d'organisation de votre agenda? J'aime pas cette phrase, on peut la changer, mais bon, vous avez l'idée globale. Impossibilité de coder tranquillement la journée, peine à gérer les deux métiers en même temps, vente plus code, ou encore délégué, aucun profil ne correspond à mon budget. En tant que développeur, je ne connais pas de sales dans mon réseau. Solution, Guillaume, lui, a trouvé Anis, moi-même. Puis-je vous aider à faire de même? Et là, on a un call d'email qu'on peut encore améliorer pendant des heures. Je n'aime pas cette tournure de phrase. Difficulté d'organisation de votre agenda, difficulté à structurer votre agenda. Et là, j'ai une autre tournure que je préfère. Elle me dérange toujours. Ok, j'aime pas difficulté, donc je vais le mettre à la place de peine, je vais remonter peine ici, etc. Encore une fois, vous avez en face de vous un produit que vous pouvez manier de la manière qui vous plaît. Je vais prendre cette phrase. Alors, j'aime pas cet argument ici. Je trouve qu'il arrive beaucoup trop tôt dans mon email, donc je vais le prendre et je vais le mettre en deuxième. Ce qui n'est pas le cas là tout de suite, c'est juste pour vous montrer. Donc, imaginons j'aime pas cet argument, je vais le mettre là. Finalement, je trouve que cet argument il est beaucoup plus catchy et je le veux en premier. Bon il est là, etc., etc. Mais globalement, vous avez en face de vous, un call d'email à peu près potable. Je lui donne comme ça, a priori, je donne un bon 5 sur 10. Si on le travaille encore un peu, on peut passer à 6-7. Si on trouve une accroche de malade mental, avec là on peut aller sur 8-9. Et de toute façon, ça c'est que des notes subjectives, parce que moi j'aime bien me juger moi-même et me dire là tu peux encore faire mieux, etc. Je vous invite à faire de même, mais il n'y a que les statistiques qui parlent, et c'est uniquement en ayant lancé cette campagne et en obtenant les statistiques d'ouverture, de réponse, de clics, etc., de conversion surtout, pour oublier un peu les vanity métriques, que l'on va savoir si le mail est bon. L'objet de mail, vu que moi ici, pourquoi j'aime bien le mettre à la fin? Parce que je rédige, je fais ce que j'ai à faire, et puis à la fin je me dis, qu'est-ce qui correspond le plus pour cet email? Comme on est sur un ton corpo, sinon j'allais mettre à chaque Guillaume son Anis, et là ça aurait été un super objet de mail. Est-ce qu'il est corpo, il n'est pas corpo? Là on peut mettre un truc corpo là. J'aime bien le à chaque Guillaume son Anis, donc je vais mettre là. Peut-être que à chaque Guillaume son Anis first name. Moi j'aime bien cet objet de mail. Je ne sais pas si vous le trouvez, de toute façon je le mets là, mais il ne correspond pas ici, donc, vu que ce n'est pas le copywriting de ce mail, c'est le copywriting de cet email, donc je le mets là, donc à chaque Guillaume son Anis. Si vous ne le trouvez pas corpo, vous avez le droit de me juger derrière votre caméra. Petite écoute Anis, on n'aime pas du tout ton email. À chaque Guillaume son Anis, Clément, chaque Guillaume son Anis, Yasmine, chaque Clément, chaque... Oula, part en cacahuète. Si vous ne l'aimez pas, on peut mettre un truc beaucoup plus corpo. Un ancien CTO lance company name. Qui vend. Quelque chose comme ça. C'est catchy. Moi, je vois ça dans ma boîte mail, je suis CTO, je vois un ancien CTO lance Scaly qui vend. Ça m'interpelle. Si on veut un truc vraiment corporate, si vraiment celui-ci non plus ne vous plaît pas, vous avez le droit. On peut partir sur un objet de mail qui va pousser mon prospect à cliquer de manière corpo. Je vous présente Guillaume. Quelque chose comme ça. Le plus corpo des corpos, si vraiment vous ne voulez pas vous casser la tête, ça va être de mettre le nom de son entreprise, company name par exemple, X, Scaly. Ça fait vraiment, si vous n'avez aucune inspiration,
que vous n'avez aucune idée qui vous vient à la tête. Vous voyez, moi, de manière spontanée, j'en ai 2, 3, 4, 5. En temps normal, j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure 5 heures. Je les rédige tous et puis j'en choisis un seul. Allez, on passe à l'email de la séquence B qui lui sera beaucoup plus cool. Et vous verrez, normalement, je devrais être un peu plus inspiré. Allez, c'est parti. On reprend donc à partir de la deuxième étape de la séquence B, la rédaction d'un cold email, cette fois-ci avec 2 changements. Pour framework, on va utiliser l'AIDA, donc attirer l'attention, susciter l'intérêt et ensuite le désir avant de pousser à l'action. Deuxième changement, cette fois-ci, on aura un ton un peu plus corporate. Pendant que nos appareils électroniques étaient en charge et que je me suis permis une petite pause, j'ai changé rapidement l'accroche qu'on avait eue tout à l'heure en même temps spontanément. Et donc on part quand même d'une base, parce que j'ai eu une petite idée tout à l'heure, donc hello Anis, j'ai une question pour toi, un sales qui se met à coder, qu'est-ce que ça donne? À peu près la même chose qu'un développeur qui se met à vendre. Moi j'aime bien. Pour être tout à fait franc avec vous, je trouve ça assez sympa. On peut garder, on peut enlever, mais moi, pour moi, avec un bon objet de mail, donc comme on l'a vu sur la partie théorique, un bon objet de mail, ça attire l'attention, une bonne phrase d'accroche, ça suscite de l'intérêt. À nous maintenant de créer du désir. Mais moi personnellement, je trouve que ce genre de phrase, ça suscite l'intérêt pour la suite de l'email. Encore une fois, un framework, c'est une continuité. C'est-à-dire que je suscite l'intérêt dans l'optique de créer du désir juste après, donc dans l'optique de faire en sorte que mon lecteur, que mon prospect qui reçoit mon cold email, continue de lire jusqu'à la fin de l'email. Donc moi personnellement, ça me va si l'on garde cette structure de cold email et cette accroche-là. Comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, je laisse en général la rédaction de l'objet de l'email à la toute fin. Rien ne vous empêche de le faire à cette étape-là. Mais gardons en tête qu'il nous faudra quelque chose qui attire l'attention dans le thème assez cool et détendu qui est l'objectif de cette séquence B pour voir si notre cible réagit mieux à un ton corporate ou à un ton un peu plus décontracté. À nous de le trouver tout à l'heure. Comment je vais pouvoir finalement créer du désir dans mon cold email en partant de ce template-là? Je rappelle, on a des personnes qui sont CEO de leur entreprise, fondateurs et non pas cofondateurs avec des profils de développeurs et donc des profils techniques initialement. Qu'est-ce qui pourrait provoquer le désir de quelqu'un de technique et qui est en même temps dans l'obligation de faire des ventes? C'est de ne pas avoir à le faire. Comment est-ce que je peux amener le message à mon prospect que soit il n'aura plus jamais à faire des ventes et les ventes continueront, ça aurait pu être le cas si j'étais par exemple un cabinet de recrutement et que j'ai des profils de vendeurs à lui proposer. Mais dans le cas où je veux moi former ces développeurs-là à la vente, c'est la promesse qui peut créer du désir de ne plus avoir affaire à la vente telle que lui aujourd'hui ou elle la met en place, c'est-à-dire une vente brouillon qui prend du temps, etc. C'est pour ça que la finalité, là où je vais le pousser à l'action à la fin de ma séquence, ça va être de se former afin de bien pratiquer la vente. Donc je pourrais partir sur hello Annie, j'ai une question pour toi, un sales qui se met à coder, qu'est-ce que ça donne? À peu près la même chose qu'un développeur qui se met à vendre. Là, je dois faire le lien avec lui ainsi que ma formation à venir. Donc je peux partir sur une phrase telle que, donc tutoiement oblige, on est sur un ton décontracté, on pourra rajouter des smileys. Tu es le fondateur de Company Name. Aussi, tu en es également le CTO.
et c'est exactement le profil de mes clients. Pour rajouter un petit sourire. Hello Anis, j'ai une question pour toi. Un sales qui se met à coder, qu'est-ce que ça donne? À peu près la même chose qu'un développeur qui se met à vendre. Tu es le fondateur de Company Name aussi, tu es également le CTO. Et c'est exactement le profil de mes clients. Alors j'allais expliquer pourquoi est-ce que je propose 15 minutes juste après, mais je pense que c'est plus logique si je le fais avant. Alors il manque des choses dans mon mail. Je peux t'aider à faire plus de ventes grâce à l'automatisation. Je reste vague, c'est aussi l'objet de ce mail-là, je ne veux pas rentrer dans le détail, sinon ma séquence s'arrête. L'objectif, encore une fois, et ça je me permets de vous le préciser à cette étape, ne mettez pas tout dans un email. Là, mon objectif, c'est juste de lui dire, tu as un problème, je peux être la solution à ce problème-là. Par quel biais? Eh ben, il va falloir que tu me poses la question et que tu me dises que ça t'intéresse. Si tu me dis, écoute, ça m'intéresse, bah, dis-moi plus. Là, je vais t'expliquer ce que je propose. Ça peut être par le biais de te déléguer des sales qui vont venir faire tes ventes, ça peut être par le biais d'une formation qui va t'aider à mieux vendre, ça peut être par le biais d'un outil, d'une plateforme. En l'occurrence, à titre personnel, je propose les trois. On a des Scaly partners qui peuvent faire le travail, donc la personne que j'ai en face de moi peut le déléguer à des Scaly partners. On a un outil d'automatisation que la personne peut utiliser. On a également une formation qui va l'aider à perfectionner, la formation que vous êtes en train de suivre, qui va l'aider à perfectionner ses compétences dans la vente ou dans la génération de prospects. Donc l'idée, c'est de pouvoir rester vague à cette étape-là. Et ce qui m'intéresse le plus, comme c'est une séquence d'A/B test, c'est surtout de voir sa réaction. Va-t-il répondre? Va-t-il cliquer sur un lien si je décide de lui en envoyer un? Va-t-il faire X, Y, Z? Je reprends, hello Anis, j'ai une question pour toi, un sales qui se met à coder, qu'est-ce que ça donne? À peu près la même chose qu'un développeur qui se met à vendre. Tu es le fondateur de Scaly, aussi tu en es également le CTO, et c'est exactement le profil de mes clients. Je peux t'aider à faire plus de ventes grâce à l'automatisation. On peut prendre 15 minutes et échanger à ce sujet. Voici mon calendrier pour voir si les personnes cliquent. Donc là, je vais lui glisser mon petit calendrier. Je vous recommande d'avoir un calendrier comme ceci, qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez utiliser Calendly, vous pouvez utiliser Z-Call, enfin, il y a énormément de tools. Vous allez directement avoir, donc vos prospects vont avoir la possibilité de choisir un créneau sur lequel vous êtes disponible, de renseigner leurs informations, et de booker un rendez-vous directement avec vous. Et donc sur Scaly, je vais tout simplement mettre mon lien hypertexte juste là. Et ainsi, quand le prospect va cliquer sur le lien que je lui envoie, je vais recevoir une notification juste ici qui me dit qu'un tel a cliqué sur mon message LinkedIn ou a ouvert mon email, comme je peux le voir ici, sur toutes les personnes à qui j'ai envoyé des campagnes. Ce qui va me permettre de sauter sur mon téléphone pour l'appeler pendant que il ou elle se trouve encore sur mon email, en disant bah tiens bonjour c'est Anis, tu viens de lire mon mail et tu as ouvert mon calendrier. Si je sais que j'ai envoyé un calendrier, laissons ce bon monsieur ou cette bonne dame prendre le rendez-vous. Mais si je vois qu'il y a un clic, qu'il n'y a pas de rendez-vous qui tombe dans les 5-10 minutes, j'appelle directement si j'ai le numéro de téléphone. Ce que Scaly va vous fournir dans 20, 30, 40% des cas, tout dépend des cibles, donc enrichissement du numéro de téléphone, et si on le trouve, on appelle. Ou sinon, à la toute fin de la campagne, donc si je ne peux pas le faire en temps réel parce que je suis en démo, parce que je suis full cycle, ou que je suis le CEO de ma propre boîte, ou X ou Y raison, pardon, à ce moment-là, je vais me réserver, comme je vous le disais au tout début de la formation, obligatoirement des créneaux pour que je puisse y passer des coups de fil. Idéalement, tous les jours. Si tous les jours, vous pouvez appeler les 4, 5, 10, 15, 20, 30, tout dépend de votre rythme d'envoi de cold email et de messages sur LinkedIn, parce qu'on traque les deux sur Scaly, de prendre un créneau d'une demi-heure, 1 heure et d'appeler
à chaud toutes les personnes qui ont bien reçu vos campagnes et qui ont interagi avec de manière assez encourageante, c'est-à-dire qui ont ouvert vos liens. Quelqu'un qui lit ce mail et qui clique, ça veut dire qu'il a quand même été intéressé. Sinon, le mail est supprimé ou qui répond bah, « ça ne m'intéresse pas, merci, c'est gentil de proposer ». Donc voilà, pour cet email-là. Là, je peux juste lui mettre Anis, comme c'est un ton qui est cool, pas besoin de rajouter une grosse signature avec mon titre de poste, mes coordonnées, etc. Ou alors, si je veux, je peux mettre Anis Moaldi. Alors, quelque chose que tous les bons copywriters vont vous déconseiller de mettre, c'est 2 call to action. C'est de mettre 2 liens différents en disant voici le lien de mon calendrier, ou alors regarde cette vidéo, ou alors réponds-moi à ce message, à ce questionnaire-là, etc. Moi, c'est mon point de vue. Il ne faut pas envoyer 2 call to action. Il faut laisser un seul call to action. Par contre, rien ne vous empêche de glisser subtilement un autre lien. Si par exemple je vais sur LinkedIn, alors est-ce que je vais plutôt me connecter avec Gmail, hop. C'était juste pour prendre mon lien LinkedIn. Je vais éviter de taper mon mot de passe LinkedIn devant tout le monde, donc je vais me contenter de le copier-coller ainsi. Donc j'ai juste pris le lien, je ne sais pas pourquoi LinkedIn s'est déconnecté, je me reconnecterai plus tard. Ça, c'est juste le lien de mon profil LinkedIn. Je peux le glisser ici, hop. Et ça n'est pas réellement un call to action, mais si la personne se dit, bah tiens, attends, je vais quand même voir ce que cette personne raconte sur LinkedIn, quel est son profil, à quoi elle ressemble, etc. Je glisse subtilement mon profil LinkedIn en hypertexte au-dessus de mon prénom et de mon nom. Rien n'empêche la personne d'ouvrir mon profil dans un nouvel onglet, de consulter ce que je fais, de voir que je suis actif, que j'ai des personnes qui me suivent, que j'ai des prises de position concernant mon expertise sur laquelle je veux lui apporter un complément ou une formation ou peu importe, d'avoir une idée à peu près sur qui je suis, ce que je fais, d'aimer ou pas mon travail, mais au moins de savoir qui je suis, avant de prendre rendez-vous avec moi sur l'unique lien que je lui ai glissé en call to action. Je peux glisser d'autres liens. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de mettre leur signature en fin de mail, dans la signature, il y a en général des liens hypertextes. Site internet, lien vers le profil LinkedIn, Instagram, YouTube, etc. etc. J'ai une mouche qui m'embête. Il faudra la faire sortir par la suite. J'ai mon monteur photographe de renom qui rigole derrière la caméra. Tu me fais un petit bonjour? Que les gens sachent pourquoi des fois je souris bêtement, parce que tu me fais un peu des singeries derrière la caméra. Et j'ai effectivement une mouche qui m'embête vraiment. Je pense qu'on va couper, la sortir et reprendre à partir du message LinkedIn. Donc je m'arrête là, je vous lis le mail une dernière fois avant de couper. Et puis on mettra l'objet de mail aussi. Je suis mouchophobe. Donc hello Anis, j'ai une question pour toi. Un sales qui se met à coder, qu'est-ce que ça donne? À peu près la même chose qu'un développeur qui se met à vendre. Tu es le fondateur de Scaly, aussi tu en es également le CTO et c'est exactement le profil de mes clients. Je peux t'aider à faire plus de ventes grâce à l'automatisation. On peut prendre 15 minutes et échanger à ce sujet. Voici mon calendrier. 2 conseils, je vous en ai rapidement parlé dans la partie théorique, mais je vous en reparle ici. Ne parlez pas de vous dès le départ, ce n'est pas « Bonjour Anis, nous sommes une entreprise spécialisée dans la formation et le coaching d'entrepreneurs qui ont le profil de CTO afin de pouvoir mener leur vente à bien, etc. » Ça, tout le monde s'en fout. Second conseil, essayez d'être quand même un minimum synthétique et de parler d'un seul sujet. Ne racontez pas tout votre blabla à l'intérieur du corps de texte. Ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est embêtant, tout le monde reçoit des emails comme ça tous les jours. Essayez quand même d'être un peu plus agréable dans votre lecture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, si je reçois cet email, qui n'est pas parfait, qu'on peut encore travailler longuement, mais là j'essaie de vous faire quelque chose de spontané pour que vous puissiez le reproduire à votre tour et le reproduire de manière beaucoup plus appuyée. Ne faites pas une phrase d'accroche, faites-en 5, 6, 10, 15 ou 20. Ne faites pas un seul bullet point, faites-en plusieurs, etc. Objet de mail, on pourrait mettre ici quelque chose qui catche bien l'attention.
On avait mis quoi tout à l'heure? Oui, forcément. On avait mis... Ah oui, ça c'était celui que j'avais laissé à la toute fin, mais c'est vrai que c'était le plus basico-basique, je vous l'avais dit. Là, on pourrait partir, quelque chose qui pourrait attirer l'attention d'un CTO devenu CEO. De CTO à CEO. Comment faire des ventes? Option 1. Je vous donne le processus. Vous me voyez réfléchir en temps réel, vous voyez que je me dis... Là, c'est un cas assez concret. J'ai cette inspiration pour cet objet de mail parce que j'ai récapé dans ma tête les critères de ciblage. Vous voyez, aujourd'hui, on voit à ce stade-là le lien qu'il y a entre le copywriting et le ciblage. Donc je commence à me parler, je me dis qu'est-ce qui pourrait intéresser un CTO devenu CEO. Et là, j'écris de CTO à CEO, j'ai le début de mon objet, je me dis, bon, comment effectuer des ventes? Comment faire ces ventes? Comment augmenter ces ventes? Voilà. L'inspiration ne me vient pas de nulle part. Je récapitule sans cesse les critères qui m'ont servi lors de mon scrapping, lors de l'élaboration de ma base de données de prospection, afin de pouvoir trouver la bonne phrase qui catche l'attention. Ça peut être un exemplaire. L'idée, ce que je ne vais pas vous imposer, je vous rassure, c'est de rester 10, 15, 20 bonnes minutes à se creuser les méninges et à trouver un bon objet de mail. C'est un peu ça l'idée. Donc ce que je vais faire, je vais garder cet objet de mail. Pareil, si on se creuse la tête, on peut trouver à minima 3, 4, 5 objets de mail et faire notre choix à la fin. Mais encore une fois, le framework est plutôt simple, l'idée est plutôt simple. Vous partez des critères de sélection qui vous ont servi lors de votre scrapping, vous creusez vos méninges et vous trouvez un moyen avec ça de catcher l'attention de votre prospect. Si votre framework est un AIDA, si le framework est un PAS, à vous de trouver le meilleur moyen d'exprimer le problème de votre prospect dans un objet de mail, ou au moins vous pouvez utiliser une sorte de AIDA mélangé au PAS, on attire l'attention dans l'objet de mail et puis après on part directement sur un problème dès la phrase d'accroche, ça peut aussi être une option. Donc, globalement là on a quelque chose de pas dégueulasse qui s'envoie par mail et qui obtient des résultats, j'en suis persuadé, on le testera dans tous les cas. D'améliorable, ça c'est autant aussi sûr, mais je vais vous éviter les dizaines de minutes que je pourrais passer à mettre mon jus de cerveau là-dessus. De toute façon, en rejoignant la plateforme Scaly pour lancer vos campagnes par la suite, vous trouverez sur la marketplace plein de templates gratuits. De toute façon, l'idée, vous pourrez voir à peu près ce qui s'est fait en copywriting, de campagnes qui ont déjà fonctionné sur une liste. Je vais lancer cette campagne et je vais mettre le template de cette campagne en A/B test, mais aussi celle qu'on va réaliser ensemble juste après, sur la marketplace, en gratuit, comme ça vous pouvez la télécharger, voir l'email final que j'ai envoyé avec ces statistiques. Ça va vous donner une idée un peu de comment ça a fonctionné. Aussi, l'idée, ça n'est pas que vous suiviez la formation et que vous alliez ensuite livrer à vous-même, rentrer dans la jungle de la prospection. Moi-même, ainsi que toute mon équipe, on se tient à votre disposition pour vous aider à mieux copywriter vos prochains emails. Donc n'hésitez pas, dans le Slack, dans le canal dédié, à envoyer, ou sur Discord ou peu importe, à envoyer vos futurs emails en nous demandant à nous, mais aussi à l'ensemble des membres de la communauté, ce qu'on en pense, comment est-ce qu'on pourrait les améliorer, les erreurs qu'on a vues dans la partie théorique qu'il ne faut absolument pas pratiquer. Si vous tombez sur un de ces pièges, on tentera de vous éveiller afin que vous ne commettiez pas cette erreur. Pour ma part, je vais chasser cette mouche effrontée qui est venue gâcher mon petit moment avec vous et je reprends tout de suite sur la rédaction d'un message LinkedIn corporate qui sera le premier message parce que dans la demande de connexion, on n'a envoyé aucun message pour voir si effectivement ma cible accrochait mieux avec ou sans message et un autre message LinkedIn, cette fois-ci beaucoup plus détendu et cool, qui lui est une relance suite à une demande acceptée parce que sinon il n'y a pas de relance si la demande n'a pas été acceptée, il y a juste l'email. Avec un message cette fois-ci qui est celui-ci qui s'affiche à l'écran. À tout de suite.
Et oui, je sais que la question que tout le monde se pose, c'est qu'a donné le combat titanesque entre la mouche et moi? Eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Donc, partez du principe qu'on risque de la retrouver à tout moment et que ce sera un élément à part entière de cette formation. C'est ainsi. Il nous reste 2 messages sympathiques à rédiger. Le premier qui est la première interaction sur LinkedIn avec mon prospect de manière corporate et le second qui est une approche différente, c'est la seconde interaction sur LinkedIn suite à l'acceptation de ma demande et donc de mon message qui est resté sans réponse, parce que si la personne accepte la demande et répond, elle ne reçoit bien évidemment pas un autre message automatique, sinon ce serait ridicule et ça flinguerait votre crédibilité en tant que BDR. Donc faites en sorte d'utiliser des outils qui ne vous crament pas comme ça avec vos prospects. Par la suite, on a une belle séquence que l'on va rédiger ensemble pour vous mettre l'eau à la bouche. La voici. Il y a 9 étapes au total. Normalement, je la rédige en fonction des résultats de l'A/B test. Encore une fois, pour des raisons logistiques, je vais partir from scratch et rédiger tous les messages en essayant de mêler approche corporate et approche plutôt cool tout au long de l'élaboration. C'est bien évidemment voulu que je ne prépare absolument rien. Avant les épisodes pratiques, je prépare les épisodes théoriques, je prépare mes fiches, etc. Mais sur la partie pratique, je veux vous montrer en temps réel comment est-ce que ça se passe. Ce sera également le cas pour la partie cold call, warm call, pour que vous puissiez comprendre le cheminement qu'il y a derrière. Parce que beaucoup trop de théorie, ça ne va pas faire de vous d'excellents BDR. Alors que si vous comprenez le processus derrière, vous pouvez le répliquer à votre sauce et petit à petit rédiger des cold emails qui sont d'un niveau extrêmement respectable. Je suis en face de mes chers amis CTO/CEO ou CEO/ex-CTO qui ont monté des boîtes de 1 à 10 personnes, qui sont de petite taille avec un bon business model, qui se retrouvent potentiellement à devoir faire eux-mêmes leurs ventes ou à déléguer ça à des agences qui coûtent quand même relativement cher, qui ne portent pas toujours les résultats escomptés. Et moi, je veux arriver sur LinkedIn, suite à une demande de connexion qui a visiblement été acceptée, et un email qui n'a pas été répondu. Ça veut dire que mon prospect, je l'intéresse assez pour qu'il m'accepte sur LinkedIn, mais pas assez pour qu'il me réponde par email. Il a reçu juste avant cet email-là que nous avons rédigé tout à l'heure. Je ne vais pas vous le relire, étant donné que vous avez dû faire la formation d'une traite. Moi, je la fais par partie, donc forcément, j'ai un peu oublié le mail, mais c'est pas grave, vu que le message sur LinkedIn, lui, sera complètement différent. Il y aura juste un lien avec mon mail précédent. Encore une fois, c'est ma méthodologie. L'idée, c'est de vous expliquer le processus, à vous de le répliquer à votre sauce. Mais moi, je vais juste dire, je t'ai envoyé un email, j'espère que tu l'as bien reçu, sans rentrer dans le détail de l'email. Je vais juste rechecker rapidement pour voir que je ne me répète pas dans le message LinkedIn. Je lui ai parlé donc de... Oui, c'est un PAS classique avec tous les problèmes qu'il a en tant que dev. Là, approche corporate. J'ai déjà dit bonjour un peu plus haut, donc là, je vais juste commencer par le prénom. Excusez-moi. Là, on va dire first name, virgule, espace. Content d'intégrer votre réseau. Et oui, on est sur un ton corporate. Votre réseau LinkedIn. Alors, est-ce qu'on se permet de faire un petit sourire lorsqu'on est corporate? Moi, je dirais oui, quand même. On est sur des fondateurs, des mecs qui bossent avec, en général, des stagiaires, des alternants, avec des personnes qui sont jeunes. En start-up, la moyenne d'âge, elle est de 25 à 35 ans. Donc, on peut quand même se permettre de mettre un petit sourire, surtout que c'est pas un smiley, c'est juste un sourire avec les signes de petits points tirés parenthèse. Content d'intégrer votre réseau LinkedIn. Votre profil m'a interpellé. Je vous avoue. Un profil
Alors, j'ai une répétition sur profil que je vais enlever tout à l'heure. Un profil technique. Alors, je dis un profil technique parce que j'avais mis dans mes critères de ciblage, et là, vous voyez une erreur de ma part en live. Et oui, j'ai mis CTO, pardon, et j'ai rajouté développeur. C'est pas le même niveau hiérarchique, comme je vous l'expliquais, c'est un peu la même différence qu'il peut y avoir entre un comptable et un expert comptable, entre un infirmier, un médecin, un psychologue, un psychiatre. Moi, j'ai mêlé les deux. Et donc, vous voyez que le fait que ma liste ne soit pas 100% homogène, alors c'est pas très grave, j'ai pas mêlé des CTO et des avocats. Mais quand même, là, j'aurais aimé dire un CTO, parce que ma phrase, c'est un profil technique qui se lance dans l'entrepreneuriat, par exemple. C'est pas la phrase la plus sexy, je vais la tourner autrement, mais pour que vous compreniez l'idée. Un profil technique, ça englobe CTO et développeur. Mais là, j'aurais aimé, si j'étais que sur des CTO, dire un CTO qui se lance dans l'entrepreneuriat. Mais comment fait-il pour vendre? Alors, fait-il, c'est masculin. Dans ma liste, j'ai peut-être des femmes. Comment on fait? Ou alors, comment fait-on donc pour vendre? Alors, Lucas, content d'intégrer votre réseau LinkedIn, votre profil m'a interpellé, je vous avoue, un CTO qui se lance dans l'entrepreneuriat, mais comment fait-on donc pour vendre? Alors je garde CTO pour une raison qui est très simple. Dans ma liste, j'ai des CTO, des développeurs, comme je viens de vous le préciser. Tous les CTO qui sont CTO, pas de problème. Tous les développeurs que je vais appeler CTO, ils seront contents de dire, ouais, quand même, j'étais un développeur, il me dit CTO, c'est pas pour me déplaire. Donc je garde l'expression CTO. Et oui, toujours essayer de penser... si vraiment j'ai fait la bêtise, alors moi je peux toujours relancer le scrapper dans 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure grand maximum, j'ai toute ma liste qui a été récupérée, email compris, etc. Bon, c'est une petite liste, on a juste fait ça pour vous donner un exemple concret, mais imaginons que je lance une liste de 2000 personnes pour un client, c'est le matin, j'ai fait la connerie, je me rends compte pendant que je suis en train de copywriter, oups, comment je fais? Un profil technique, c'est pas très sexy comme phrase, je trouve ça très moche. C'est subjectif, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent « Ah ben non, en fait, un profil technique, moi je trouve ça sympathique ». Et bien c'est pour ça qu'il y a autant de manières d'écrire que de prospects, que de campagnes, que de résultats, que de statistiques. Donc ayez confiance en vous, si un profil technique vous plaît, vous mettez un profil technique. Moi j'aime pas. J'aime pas, donc je garde CTO parce que ça va flatter l'ego de ceux qui ne le sont pas et ça va juste être la réalité pour ceux qui le sont. Un CTO qui se lance dans l'entrepreneuriat, mais comment fait-on donc pour vendre? On peut mieux la tourner cette phrase, je verrai plus tard. Ou alors, encore mieux, comment faites-vous pour vendre? Alors là, ça fait un peu arrogant. En le lisant, je me dis Mélanie, content d'intégrer votre réseau LinkedIn. Alors, je déteste cette phrase, mais bon, on a dit corpo, je m'adapte. Votre profil m'a interpellé, je vous avoue. Un CTO qui se lance dans l'entrepreneuriat, donc un CTO ça se dit au féminin ou au masculin, quand vous relisez vos messages, prenez toujours des cas concrets, conseil de ma part, donc vous remarquez, je ne dis jamais first name, je mets des prénoms comme ça pour humaniser mon email et me mettre vraiment dans la peau d'une Mélanie qui ouvre son PC, qui prend son café, qui voit ça, qui se dit bon, et je me mets en condition. Et puis même, prenez parfois des prénoms masculins, parfois des prénoms féminins, surtout féminins, parce qu'en général les phrases au masculin, peu importe la tournure, sauf si vous êtes une femme et que vous avez l'habitude d'écrire avec des E et des tournures au féminin. Dans ce cas-là, prenez plutôt des prénoms masculins pour voir ce que ça donne avec
l'autre genre. Donc là, Mélanie, content d'intégrer votre réseau LinkedIn, votre profil m'a interpellé, je vous avoue. Un CTO qui se lance dans l'entrepreneuriat, mais comment faites-vous pour vendre? Je coach des CEO comme vous à ce propos. On peut mettre un S. Des CEO ou sans S, comme on veut. Je coach, alors il y a un jeu ici, il y a un jeu là, donc une répétition de jeu et jeu, j'aime pas ça. Donc, je pourrais mettre une statistique. 500 CTO ont suivi ma formation. Je vous propose un audit gratuit. Mais essayez de tourner... On peut mettre sur ce sujet. Sur ce sujet, entre parenthèses, sales. Et là, on peut changer ça en disant ma proposition, 2 points, un audit gratuit de vos process sales. Et là, je peux enlever sales en haut. Et donc là, on a un truc, un CTO qui se lance dans l'entrepreneuriat, mais comment faites-vous pour vendre? Je coach des CEO comme vous sur ce sujet. Ou si je veux aller plus loin, sur leur performance commerciale. Ma proposition, un audit gratuit de vos processus de vente, si je veux éviter les anglicismes. Processus de vente. Mais j'ai dit vente en haut. J'ai dit vendre, pas vente. Alors comment ça sonne à l'oreille? Un CTO qui se lance dans l'entrepreneuriat, mais comment faites-vous pour vendre? Je coach des CEO comme vous sur leur performance commerciale. Ma proposition, un audit gratuit de vos processus de vente. Je trouve que c'est pas choquant. On peut en parler 15 minutes. Si on veut être corpo, peut-on en parler 15 minutes? C'est mieux, c'est plus corpo. Peut-on en parler 15 minutes? On avancera seulement si l'audit vous plaît. Spoiler, l'audit vous plaira. Alors oui, ça fait un peu arrogant. Ça fait un peu arrogant, mais j'ai toujours une explication. Vous voyez, quand on est cérébral, en général, on fait les choses parce qu'on en est convaincu, donc quand on nous pose la question, on s'explique toujours. On est face à des CTO. Potentiellement, ce sont des personnes qui galèrent pour vendre. Et l'une des raisons principales qui fait que l'on galère pour vendre, c'est le manque de confiance en soi. Ou alors, pour l'exprimer un peu différemment, ils sont dans la limite de la confiance en soi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... c'est des CTO, c'est des personnes qui gagnent 15, 20, 25 000 euros par mois en freelance. Quand ils montent des boîtes, ils ont du budget. Socialement, ils sont en place, etc. Donc on n'est pas sur des personnes qui manquent de confiance. Ils ont le bon degré de confiance. Ils savent qu'ils sont intelligents, qu'ils sont capables de développer des produits sympathiques, etc. Mais ils n'ont pas le surplus de confiance que ont en général les profils vendeurs, les commerciaux, pour aller faire le pas et aller à un salon par exemple. Un CTO, ça va rester dans son coin à attendre que quelqu'un vienne l'aborder pour lui donner de la valeur ajoutée. Un sales, non, ça va aborder les gens. Tenez, tiens, je vais vous parler de mon produit, venez voir 2 secondes, paf. C'est là où un commercial fera plus de ventes qu'un CTO, même si le CTO a plus de compétences techniques que le vendeur, parce que chacun son métier. Et donc, je me dis, psychologiquement, les personnes qui sont derrière analyser mon processus, ma méthodologie de réflexion, ça vous servira. C'est ça le cœur de la formation. C'est pas tant les messages qu'on va écrire, ça on s'en fout, on peut en écrire plein des messages. Je peux vous écrire 150 emails là tout de suite, mais comment je fais pour les écrire? Comprenez cette méthodologie. Donc je me mets à la place de mon prospect ou de mes prospects, de mon persona, de mon ICP, et je me dis, ils se sont peut-être déjà fait la réflexion, et ils se sont déjà dit, peut-être potentiellement, il y a de fortes chances, vu leur profil, vu que je l'ai bien analysé, que je me mets à leur place, oui, mais moi, j'ai pas le bagou en plus là pour aller parler à des prospects.
moi j'arrive pas, tu sais, j'imagine que c'est des discussions qu'ils ont peut-être eues avec leur entourage. Bah alors, ton projet, ça avance, Maxime? Ouais, non, bah oui, bah techniquement ça avance, tu sais, moi à la base, comme c'est mon métier, la plateforme, ça va, mais j'arrive pas, je sais pas, les concurrents, ils vont voir des clients, moi j'arrive pas à le faire, et puis tu sais, je suis tout seul, j'ai pas d'associé qui s'occupe de ça. J'essaye de temps en temps d'envoyer des petits messages sur LinkedIn, mais on me répond pas, tout le monde s'en fout. Et donc je me dis, ils ont peut-être, tu vois, c'est peut-être des personnes qui parlent comme ça, et je me mets vraiment dans la peau du personnage. Et c'est peut-être des personnes qui vont se dire, ah, si seulement j'avais ce côté rentre dedans. Si moi j'arrive pile à ce momentum et que je fais preuve d'un tout petit peu d'arrogance, est-ce que finalement, maintenant que vous avez le contexte, c'est si mal que ça? Est-ce que j'ai pas finalement intérêt à ce que ma cible, celle-là particulièrement, pas toutes mes cibles, mais dans le cadre de ce que je veux vendre, à cette typologie de personnes, précisément, est-ce que je ne gagne pas à faire preuve d'un tout petit peu d'arrogance? Pas beaucoup, faut pas abuser des bonnes choses, mais est-ce que je ne gagne pas à ce que la personne se dise oh, quand même, lui, il est un peu trop sûr de lui. Mais, ouais, en même temps, il veut m'aider à vendre, quoi. Il veut m'aider à vendre. Donc, peut-être que cette personne-là qui m'envoie un message sur LinkedIn, arborant un joli sourire, vous l'avez peut-être déjà vu sur LinkedIn, ainsi qu'un joli costume, ah, je fais très cliché du commercial requin qui veut vous vendre un truc. Ça va faire peur à certaines personnes, mais est-ce que je ne gagne pas à avoir cette image-là auprès de cette cible-là en particulier? Eh bien la réponse est oui. C'est mon point de vue. Vous avez le droit de penser autre chose. C'est pour cela que je vais le répéter pour la énième fois. Et oui, il y a autant de messages possibles, de messages corrects, très bons, qui vont performer, que de prospects, que de campagnes. Et ce sont les statistiques qui derrière vous donnent raison ou vous donnent tort. Mais moi, a priori, je vais laisser les choses dans l'état pour montrer un petit côté arrogant, mais pas trop, de je suis sûr de moi, je suis un vendeur, je sais y faire, et puis tu sais quoi, ça tombe bien parce que c'est ce que je vais t'apprendre. Toi qui galères avec tes ventes, et toi qui manques de cet excès de confiance un tout petit peu supplémentaire en plus qu'il te faut, et ben moi je vais te l'apporter, parce que je suis différent de toi. Je vends, je viens vendre, je fais, là tout de suite, je suis en train de faire ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais mettre en place pour ton entreprise. J'aimerais bien mentionner le nom de l'entreprise ici. Donc je vais mettre ma proposition, un audit gratuit de 15 minutes, toujours précisé. Ah mais je l'ai dit en bas, voilà. A toujours préciser combien de temps on veut prendre à la personne. Peut-on en parler? Oui, mais moi, j'ai pas 1 heure devant moi. Oui, non, mais c'est 15 minutes. C'est que 15 minutes. Un audit gratuit des processus. Moi, j'aime bien le mot process. Je trouve ça beaucoup plus cool, beaucoup plus sexy. C'est subjectif. Un audit gratuit des process de vente de company name. Moi, je trouve ce message quand même assez personnalisé. Pourtant, il est automatisé. Voilà, donc pour les personnes qui vous disent « Oui, non, alors moi, pas d'automatisation parce que j'aime bien personnaliser mes messages », moi je parle quand même, je dis « Content d'intégrer ton réseau, ton profil m'a interpellé, un CTO qui se lance dans l'entrepreneur ». Alors j'utilise le terme « qui se lance » parce que j'ai mis le critère des entreprises de moins d'1 an. Enfin, j'ai mis job title CEO, ancien job title CTO, ancienneté dans le poste actuel, donc le CEO, depuis 1 an. Ah bah banco. Donc on a des personnes qui se sont lancées récemment dans l'entrepreneuriat. Au bout d'1 an, croyez-en ma propre expérience, au bout d'1 an, ça passe tellement vite lorsqu'on entreprend et qu'on est sur un projet, qu'au bout d'1 an, on continue d'estimer qu'on se lance. C'est au bout de 3, 4, 5, 6, 7 ans qu'on estime être un entrepreneur qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà vécu ses expériences, etc. Mais les 2-3 premières années, on est toujours au début du projet. Donc un CTO qui se lance dans l'entrepreneuriat, chaque phrase est calculée en fonction des critères de ciblage. Je ne le répéterai jamais assez. Et vous allez continuer à m'entendre le dire, que ce soit sur cette formation ou sur mes réseaux ou ailleurs.
Mais comment faites-vous pour vendre? Je coach des CEO comme vous sur leur performance commerciale. Ma proposition, un audit gratuit des process de vente de compagnie name. Peut-on en parler 15 minutes? On avancera seulement si l'audit vous plaît. Spoiler, l'audit vous plaira. Moi j'aime bien ce message, on verra ce que ça donne. Vous retrouverez, je vous le rappelle, le template de cette campagne au niveau de la marketplace qui est juste ici. Vous voyez, marketplace, et vous allez retrouver là-bas, je vais juste enregistrer et vous montrer rapidement, vous allez retrouver là-bas plein de templates qui sont ici, et donc vous retrouverez directement, le nom c'est séquence 1 AB test et séquence 2 outreach, séquence 1, séquence 2. Si vous voulez, je vous mettrai le mot-clé formation dedans. Formation S1. Alors S1 pour séquence 1. Allez, tout en live. Formation S1, comme ça vous recherchez juste formation et vous le retrouvez. Formation S2, outreach. Le S2, c'est sûr, vous allez le retrouver. Le S1, faudrait-il que je le lance? Peut-être que je le lancerai sur quelques personnes. Peut-être que les statistiques ne seront pas folles, je ne sais pas, parce que si je le lance sur 5 personnes ou 10 personnes, parce que je dois prendre un échantillon sur une centaine de personnes. Combien je vais en prendre? Ça, je vais vous épargner les détails, mais de toute façon, vous verrez directement sur le template le nombre de personnes sur lequel il a été lancé, combien d'ouvertures, de clics, de réponses et de conversions à la fin. Je ne pourrai rien vous cacher. Voilà. Moi, ce message, je l'aime bien. Et je vais aller en rédiger un autre, sympatoche, qui cette fois-ci n'est pas le premier message sur LinkedIn, mais une relance. Et donc la personne a reçu une demande de connexion, et si la personne reçoit celui-ci, c'est qu'elle a reçu celui-là. Donc elle a déjà reçu « Hello Manon ». Un dev qui a lancé... Vous voyez, avec Manon, ça sonne un peu mal. Un dev, peut-être un profil dev. Un profil dev qui lance company name, tout seul. Ou alors un CTO directement, comme on y est arrivé tout à l'heure à la conclusion que on peut les appeler CTO, mais non, parce qu'il y a CTO en bas. Un profil dev qui lance Scaly, tout seul, chapeau bas. Pour une femme, ça ne le fait pas trop tout seul. Pas trop dur de vendre en tant qu'ex-CTO. Alors ça va. Ça, c'est un peu relou. Vous voyez l'importance de repasser sur ces emails, de relire, de le faire des dizaines de fois. Ma recommandation, ne passez jamais à l'étape suivante, sans relire l'étape d'avant, ou voire même toutes les étapes d'avant. Je suis à la 5e étape, je passe à la 6e, et ben je revois l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5 que je viens de rédiger, et je vais aller rédiger l'étape 6, pour maintenir une cohérence au niveau de tous les messages, surtout que, imaginons que vous faites une séquence avec 5 messages sur LinkedIn, il y a des personnes qui vont accepter votre demande, et qui vont plus du tout voir vos messages, et qui au bout de la 5e relance, se disent mais c'est qui cette personne qui vient me parler là? Et qui vont lire l'entièreté de vos messages en 1 minute, et qui vont lire votre accroche, votre première relance, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, en moins d'1 minute. Et donc si vous n'êtes pas cohérent, et si vous me dites oui mais de toute façon moi je vais envoyer avec 2-3 jours entre les étapes, et puis la personne elle aura complètement oublié ce que je lui ai raconté avant. Eh ben non, parce que la personne peut tout lire d'un coup et dire c'est pas cohérent, c'est n'importe quoi, c'est des gros pavés comme ça, je lis pas. Alors si c'est des petits messages comme ça, il y a 1 ligne, 2 lignes dans mon message, ça se lit rapidement, la personne est encouragée à lire, se dit bon, ok, ex-CTO, qu'est-ce qu'il me raconte en 2, tac, 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 et à la fin se dit bon bah allez, je vais répondre, cette personne a l'air sympa, le message est cohérent, il y a de l'intérêt, je vois de l'intérêt à lui parler, cette personne semble être une experte. On verra sur le dernier bloc comment optimiser. Alors ça c'est totalement bonus, c'est pas de l'outreach, c'est pas de l'outbound, c'est pas du sales, c'est pas du sales démodé, c'est pas du sales 2.0, c'est pas du sales des années 90-2000, mais c'est totalement du sales en 2023. Vous regardez peut-être cette vidéo en 2024, là actuellement je suis en 2023. C'est du sales 3.0, post-AI, post-IA, post-intelligence artificielle.
où vous êtes obligé de faire du personal branding et d'avoir un super profil LinkedIn pour inspirer la confiance, pour inspirer l'expertise. Donc, un profil dev qui lance company name tout seul, chapeau bas. Il faut que je trouve une variante au féminin de ça, donc un profil dev qui lance company name. Ça se dit pour une femme. Hello Manon, un profil dev qui lance Kaylee tout seul. Chapeau bas. Si, parce que c'est un profil dev, c'est de la conjugaison. Si je féminise ce truc, ça va faire dégueulasse. Donc laissons comme ça, et on va lui faire un message sympathique qui va la relancer par rapport à ça. Donc là, je vais faire directement, paf, je rentre dedans. Manon. J'ai formé des dizaines de personnes comme toi. Tous m'ont confirmé la galère. Alors là, je suis cool. Là, j'utilise des termes très familiers. Je n'aurais jamais osé utiliser la galère dans mon précédent message. Là, je me permets. Donc, Manon. Restons sur ce prénom, tant qu'on y est. Je formais des dizaines de personnes comme toi. Toutes et tous m'ont confirmé la galère de la vente, surtout lorsqu'on a un background technique. Comme toi. Je pourrais rajouter ici un petit pointeur comme ça, mais ça fait peut-être un peu trop. Je veux vraiment rentrer dans le cliché du corporate sur la séquence A et dans le cliché du corporate sur la séquence B. Et dans la cliché du cool, pardon, dans le cliché, oh là, j'arrive plus à parler. Peut-être que les enregistrements le soir, c'est pas une bonne idée, je sais pas. Mais au moins, on n'a pas de mouche, et ça, c'est extraordinaire. Donc, je reste sur le cliché du détendu, du cool, donc smiley, mot familier, parce que c'est une séquence d'A/B test. Moi, je veux voir si je pousse le corpo jusqu'au bout, et si je pousse le cool jusqu'au bout, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi la différence entre les deux pour adapter ma réelle séquence par la suite, en fonction des statistiques et des résultats que j'obtiens grâce à cette séquence. Donc bonjour Manon, j'ai formé des dizaines de personnes comme toi. Nicolas, j'ai formé des dizaines de personnes comme toi. Toutes et tous m'ont confirmé la galère de la vente, surtout lorsqu'on a un background technique. En 15 minutes, avec moi, tu repars avec un audit complet de tes processus de vente, comment les rendre efficients, quoi et quand mettre en place, ou quel et quand mettre en place des changements. Je te formerai par la suite si tu en fais la demande. Voilà, j'aime bien être clair dans mon processus. Hâte de te lire. Et à très vite. Et là, je peux rajouter. Oh non, trop. On peut utiliser celui-là. Ou alors celui-là, qui est vraiment en détente, quoi. Je suis confiant que tu vas me répondre. Manon, Nicolas, j'ai formé des dizaines de personnes comme toi. Toutes et tous m'ont confirmé la galère de la vente. Surtout lorsqu'on a un background technique. En 15 minutes avec moi, tu repars avec un audit complet de tes processus de vente, comment les rendre efficients, quel et quand... j'aime pas cette phrase, à revoir. On peut peut-être améliorer quel et quand mettre en place des changements, donc on a cette phrase qui me plaît pas trop,
mais je regarde juste la suite pour la cohérence, la cohésion. Je te formerai par la suite si tu en fais la demande. Voilà, je disais, j'aime bien être clair concernant le processus. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on est à l'étape où on se parle pour la première fois. Je te montre que je te connais, que j'ai compris ton profil, que j'ai effectué mes recherches. Je vais te donner des éléments de crédit en disant je suis formateur, j'ai coaché des personnes comme toi, des dizaines de personnes comme toi qui m'ont dit quelque chose que tu te dis très probablement, oula, c'est galère quand même de faire des ventes. Donc je vais faire mes preuves tout au long de cette première étape et je vais rapidement passer à l'énonciation des différentes steps qui arrivent en disant là, je te propose un audit de 15 minutes. En 15 minutes, tu ressors avec quoi? Un audit de tes processus de vente. Tu fais bien les choses, tu fais mal les choses, comment les rendre efficients? Voilà ce que tu peux améliorer. Ce n'est pas parce que je te dis ce qu'il faut améliorer que tu sauras comment l'améliorer. Si je vais voir quelqu'un en disant « je suis coach sportif, tu devrais perdre 5 kilos, tu serais beaucoup plus athlétique » ou « tu devrais prendre 5 kilos, tu serais beaucoup plus athlétique », je te le dis, mais bon courage pour les perdre ou pour les gagner. Maintenant, si tu veux, je peux te vendre ma formation ou je peux te coacher pour que tu perdes ou que tu gagnes tes 5 kilos, avec les bons nutriments à consommer, avec les bons process à mettre en place, etc. Mais enfin, quel changement il faut mettre en place et quand? Il faut juste que je fasse une belle tournure. Et j'explique que la dernière step 1, je te montre que je te connais, je fais mes preuves, je gagne en crédibilité, je forme des gens, tu te dis sûrement ce qu'ils se disent, voilà ce qu'ils se disent. Moi, je veux provoquer un effet de « ah, c'est vrai qu'il n'y a pas de tort, hein. Effectivement, c'est galère la vente », c'est ce que je me dis. Et si tout le monde lui dit ça, c'est qu'il raconte, il dit vrai, il n'est pas en train de me bullshiter. Step 2, voilà ce que je te propose, 15 minutes, tu ressors avec ça, ça, ça et ça. Et par la suite, je te forme si tu m'en fais la demande. C'est-à-dire que ces 15 minutes ne t'engagent à rien, ne sont pas payants. Alors, est-ce que j'utilise un mot spam, un audit complet, un audit gratuit? C'est dans les mails que ça pose problème, dans les messages LinkedIn, on peut le rajouter. On peut mettre en 15 minutes avec moi, tu repars avec un audit complet de tes processus de vente. Là, on peut mettre, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, hein. L'idée, c'est encore une fois de vous montrer comment est-ce qu'on pense un message, comment est-ce qu'on l'élabore et comment est-ce qu'on passe d'une page blanche, vierge, à une page bien remplie avec des informations et un message de vente sexy et qui va attirer l'attention de vos prospects. Je peux rajouter ici audit 100% gratuit. Simple, efficace. Quel changement mettre en place? Oui, ça le fait, hein, pas besoin de rajouter quand. Tes processus de vente, comment les rendre efficients, quel changement mettre en place? C'est un peu une répétition avec comment les rendre efficients. Non, pas forcément. On peut avoir un bon process de vente, le rendre un peu plus efficient sans opérer de changement drastique sur le processus, mais en améliorant. Améliorer, c'est changer, quoi. Est-ce que j'essaye pas de me convaincre moi-même? Quel changement mettre en place? Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fasse répétition. Évitez les répétitions, sinon vous donnerez l'impression de parler pour ne rien dire. En 15 minutes avec moi, tu repars avec un audit complet de tes processus de vente, comment les rendre efficients, quel changement mettre en place. Si, ça le fait, ça le fait. Je te forme des changements beaucoup plus globaux qui ne concernent pas forcément les processus de vente, mais peut-être de mindset par exemple, etc. Je te formerai par la suite si tu en fais la demande. Hâte de te lire et à très vite. Je te coacherai. Ou encore mieux, je t'accompagnerai. Voilà. Je peux rajouter des éléments comme 98% de mes clients me recommandent, blablabla. Tout ce qui est chiffré, vous pouvez le rajouter. Mais là, j'ai trop chargé mon message LinkedIn. Je ne vous cache pas que ça fera beaucoup trop si je rajoute une quelconque information. On relit le message et puis là, vous voyez quand même, j'ai tout créé en live avec vous. Ça a peut-être pris 1 heure avec les explications,
ou 2 heures, je ne sais plus, mais avec les explications, je pense à haute voix, bien évidemment, si je n'ai pas extériorisé tout ce que je suis en train de vous dire de vive voix et que ça se passe juste dans ma tête, ça va beaucoup plus vite. Une séquence comme celle-là, avec 5-6 messages, tous canaux confondus, ça vous prendra dans un premier temps une demi-journée. Si vous faites le travail sérieusement, que vous êtes des professionnels, que vous vous renseignez sur votre cible, je vous recommande aussi d'ouvrir des liens d'articles, des statistiques. Écrivez sur la barre de recherche Google ou sur ChatGPT ce que vous voulez. Hein. Combien de développeurs lancent des boîtes, et là vous sortez un petit chiffre. 87% des développeurs qui lancent des entreprises galèrent pour vendre. Waouh! Belle accroche, on attire l'attention. Ça peut faire l'objet de l'accroche d'un de mes prochains emails. Mais effectivement, si je me mets devant vous à faire des recherches, la formation va encore une fois s'étaler sur des dizaines d'heures, de manière assez inutile. Je pense que vous êtes assez grand. Si je vous dis faites des recherches avant de copywriter, vous savez aller sur Google et mettre des mots-clés pour avoir des statistiques, pour avoir des arguments qui viennent appuyer les vôtres, etc. etc. Puis avec le temps, si vous êtes performant, que vous lancez au moins une campagne par semaine, jusqu'à 2, 3, 4, 5 campagnes par semaine, parce que vous pouvez faire plusieurs campagnes en même temps, les décliner, changer de cible, etc. Amusez-vous. Hein. Eh bien, sachez que vous parviendrez à rédiger un template de ce genre avec 5-6 emails en 1 heure, 1 heure et demie. Vous passerez d'une demi-journée, entre 3 et 5 heures, à peu près la moitié, un tiers, 1 heure, 1 heure et demie pour faire quelque chose de qualitatif et de sympa. Toutes ces campagnes, stockez-les bien au niveau de vos templates sur Scaly, ou si vous utilisez un autre outil de prospection, stockez-le, faites juste en sorte que l'outil vous propose de le stocker pour par la suite dupliquer une campagne, opérer quelques changements, etc. Bien évidemment, rien ne vaut une campagne réalisée from scratch, mais si demain vous devez lancer une campagne sur une cible qui ressemble vachement à quelque chose que vous avez déjà fait, au moins vous retrouvez tout votre copywriting quelque part. Vous pouvez aussi sur la marketplace, ça ne s'appelle pas marketplace juste comme ça, les vendre à quelqu'un qui veut les acheter pour quelques dizaines de dollars et les réutiliser parce que les statistiques sont bonnes, etc. Vous pouvez aussi en faire un business. Donc dernier message, à Nice, j'ai formé des dizaines de personnes comme toi. Alors je m'attarde pas trop sur toi parce que c'est une relance et j'ai déjà précisé en haut que je sais qui tu es. Tu es quelqu'un qui a un profil de CTO qui lance une entreprise. Donc oui, comment tu fais pour vendre ? Toutes et tous m'ont confirmé la galère de la vente, surtout lorsqu'on a un background technique. En 15 minutes avec moi, tu repars avec un audit complet de tes processus de vente, comment les rendre efficients, quels changements mettre en place. Je t'accompagnerai par la suite si tu en fais la demande. Hâte de te lire et à très vite. PS, audit 100% gratuit. Au cas où la personne se met à dire oui, l'audit et puis à la fin il va me demander tant d'euros pour l'audit. Non, c'est un audit gratuit. Mon objectif c'est un lead magnet. Je vais te donner de mon temps pour que derrière tu sois tellement content de l'audit que je vais réaliser, je vais te donner des conseils tellement bons, je vais tellement te comprendre parce que je te connais parfaitement et je connais ta problématique et je sais que je suis capable de la résoudre mieux que personne et mieux que qui que ce soit, que tu vas tellement m'aimer et tu vas me dire « Alice, forme-moi, j'achète ta formation, j'achète ton coaching, je veux bosser avec toi. » C'est en général l'effet que je leur fais à toutes et à tous. Bien évidemment, j'essaye de vous divertir un petit peu, je sais que cette section est un peu plus longue que la précédente et que la suivante, même si je n'ai pas encore tourné la suivante, donc disons pour l'instant que la précédente. Je suis content d'avoir donné un maximum de valeur, je suis assez content des messages qu'on a rédigés ensemble, je suis même très content des messages qu'on a rédigés ensemble, parce que même si tout peut s'améliorer, en un temps record, sans préparation, de manière spontanée, vous montrer le processus, la manière avec laquelle je pense, la manière avec laquelle je rédige, etc., de manière assez synthétique, me réjouit fortement. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous avez particulièrement apprécié et aimé tout au long de cette formation ou tout au long de cette section. N'hésitez pas à venir me voir pour me poser vos questions. Le but, c'est de vous aider
Par le biais de cette formation, mais par le biais de l'accompagnement qu'il y aura derrière, qui est du pur plaisir et par passion, vous aider à devenir de meilleurs BDR. Et un BDR aujourd'hui, post-IA, post-intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui est capable de récupérer des données depuis LinkedIn, de leur rédiger un super message de vente sur LinkedIn et par email, et de prendre son téléphone pour les appeler. Si un ou une de ces trois briques vous manque, vous êtes un BDR qui est incomplet et donc partiellement, pour ne pas dire totalement, incompétent. A contrario, si vous êtes capable de mener à bien les trois processus, vous êtes un BDR compétent avec de l'acharnement, du travail, du sérieux, de la continuité. Vous ferez partie très bientôt, je vous le souhaite et j'en suis convaincu pour les plus travailleurs d'entre vous, vous ferez partie des 1-2% des BDR les mieux rémunérés, c'est-à-dire qui gagnent plus de 10-15 000 euros par mois. En tout cas, si vous n'êtes pas dans ces fourchettes-là, vous êtes dans les 3 000, 5 000, 7 000 assez facilement. Moi, en tant que BDR, je me suis déjà fait des 1 500 euros pour une seule journée de travail avec une trentaine de rendez-vous à la clé. Quand vous comptez les primes, etc., c'est vraiment rien du tout. Donc croyez en vous, concentrez-vous, travaillez dur et vous verrez que les résultats vont pleuvoir par eux-mêmes assez rapidement. Pratiquez, pratiquez, pratiquez sur votre écran, sur votre ordinateur, en même temps que vous me voyez faire rédiger une campagne, revoyez cette campagne, suivez ce que je vous demande de faire. Si vous le faites bien, tout ceci vous reviendra en bien très rapidement. Allez, on passe maintenant à la rédaction de la séquence ultime avec, je crois, 9 messages au total. Donc liste pareil, on va prendre la liste démo qu'on avait utilisée sur l'autre pour avancer rapidement et avoir une liste. Bon, ensuite, quand je lancerai la campagne, je mettrai la bonne liste, etc. Et donc là, on va avoir une demande de connexion, un message, 2 emails, 2 relances sur LinkedIn, 2 emails, un message LinkedIn et un dernier email, donc ça fait 9 au total. Si on décide de mettre la demande de connexion, si on ne met pas de message ici, ça fera 8. Je vous donnerai tous mes conseils et mes recommandations concernant ce template-là. Pour ceux qui se posent la question au niveau du timing dans la séquence qu'on a lancée juste avant, peu importe, vous pouvez garder 2 jours entre chacune des étapes. À ce step-là, je n'ai pas de conseils en particulier à vous donner. Ça ne sert à rien de faire l'expert quand le sujet ne requiert aucune expertise. C'est vraiment en fonction de l'urgence. Est-ce que vous faites une campagne pour vous-même et vous voulez l'étaler sur un mois avec une base de données de 1000-1500 personnes avec 2-3 jours à chaque fois de relance? Est-ce que vous êtes plutôt pressé? Le client vous a demandé de tout terminer, de lui trouver un maximum de clients avant la fin de son offre spéciale ou de son salon dans 10 jours, dans ce cas-là, faites en sorte que votre campagne dure 10 jours. Prenez en compte que vos quotas journaliers d'envoi d'emails, que je vous ai conseillé de ne pas dépasser les 30 à 50 emails par jour, maximum 70, ça prend aussi en compte les relances. Donc si aujourd'hui vous avez envoyé 70 emails de prospection, demain, vous allez envoyer une partie de vos emails qui seront, si vous mettez une journée, une partie de vos emails seront des relances et une partie seront des nouvelles personnes qui ont été embarquées fraîchement dans votre séquence. Donc ce n'est pas tous les jours 70 nouvelles personnes que vous contactez, il faut aussi comptabiliser les relances. Tous ces sujets-là qui ont l'air pour vous aujourd'hui si complexes, les informations fusent de partout et vous avez parfois l'impression de ne pas pouvoir toutes les capter. Je vous rassure, c'est normal. Avec le temps, plus vous pratiquerez, plus vous lancerez des campagnes, votre cerveau va automatiquement hiérarchiser les informations que vous captez pour impliquer dans votre quotidien l'essentiel d'entre elles, ou du moins les plus importantes. Et donc vous allez voir qu'il y a certaines informations où vous n'allez pas forcément calculer, parce que ce n'est pas des problématiques que vous avez dans la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on apprend? Eh bien c'est en pratiquant, en lançant des campagnes, en rédigeant des messages, en obtenant des résultats. Vous allez rencontrer des problèmes, et là vous revenez sur la formation, vous revisionnez la partie qui vous intéresse, et là vous vous dites « Ah bah oui, d'accord, il avait dit en fait, et c'est moi qui ne l'ai pas enregistré à l'époque. » Mais maintenant oui, je l'enregistre parce que j'ai pratiqué, j'ai eu un problème que je suis venu régler. Je vous mets d'ailleurs même les LED derrière avec les bonnes couleurs. Le bloc 1 en bleu, le bloc 2 en violet, le bloc 3 vous verrez en orange, pour que même visuellement vous retrouviez facilement au niveau du bloc le sujet qui vous intéresse. Et oui, j'ai le sens du détail. On se retrouve tout de suite, petite pause pour ma part, pour vous ce sera je pense dans les secondes qui arrivent, pour l'élaboration de ce joli template. Let's go!